Bonjour à tous et bonne année pour ceux que je n'ai pas encore vus. Bienvenue sur ce premier live de l'année. Ce live sera bien entendu disponible en replay dès la fin du live. La nouveauté, il sera aussi disponible en podcast à partir de demain et je mettrai le lien dans mon profil Instagram. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Astier qui vient nous parler de la série L'Avenin, dont le quatrième tome sort aujourd'hui même. Vous allez bien? On attend que Laurent se connecte. Bonjour Laurent. Bonjour, bonsoir même. Oui, bonsoir. Rebonsoir, parce qu'on vient de discuter 5 minutes. C'est ça. J'espère que tu vas bien. Je te remercie d'avoir accepté ce live ce soir Merci à toi de pour nous m'avoir invité. parler. C'est un vrai plaisir. Pour nous parler de la sortie de L'Avenin, aujourd'hui le quatrième tome de cette série qui doit en composer 5, si je me trompe Oui, pas. Et exactement. on va parler de toute la série, hein, pas justement de ce dernier Oui, tome. Et voilà, et si tu es prêt, on va commencer dès maintenant. je suis prêt. Bon, impeccable. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Donc, je suis Laurent Astier, auteur de bande dessinée depuis 20 ans maintenant, en professionnel. J'ai réalisé pas mal, un peu plus d'une vingtaine d'albums. Je vais pas tous les énumérer, Non, mais après, c'est pas le but. dans les séries, il y a Cellule Poison, j'avais fait chez Dargaud, L'affaire des affaires avec Denis Robert, qui racontait son enquête et ses embrouilles sur l'affaire Clearstream. Il y avait Face au mur que j'avais co-réalisé avec un ancien braqueur que j'avais rencontré lors d'ateliers en prison. Euh, voilà, et puis la dernière série en date, L'Avenin, voilà, qui m'anime depuis pas mal de temps. Ouais, quasiment 5 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Un C'est peu ça. plus si on compte toute la préparation et toute la maturation du projet, quoi. Ok. Avant de faire de la bande dessinée, tu travaillais dans le jeu vidéo, si je me trompe pas? Ouais, j'ai fait une petite incartade dans le jeu vidéo. Alors, ce qui était assez drôle, c'est que j'ai été recruté plutôt pour faire du character design, alors que j'avais jamais quasiment joué aux jeux vidéo. J'étais pas du tout. J'étais un des seuls d'ailleurs, je pense, de la boîte dans laquelle je bossais, qui jouait pas 12 heures par jour. Voilà. Donc ils m'ont même au bout d'un moment demandé d'acheter une console pour comprendre un peu comment tout ça fonctionnait. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de travailler sur l'univers. En fait, l'univers du jeu sur lequel je travaillais à l'époque était vachement chouette. Voilà, donc c'était vraiment l'aspect graphique. Après, comme on était un petit studio, en fait, à l'époque, on était un petit studio qui travaillait qui avait un contrat avec Ubisoft. Et la boîte a disparu, en fait, au moment de l'éclatement de la bulle Internet. Moi, j'étais parti peu de temps avant parce que j'avais signé mon tout premier contrat pour la trilogie Cirque. Donc voilà, je suis parti juste avant la Bérésina. Ok. Est-ce que aujourd'hui d'avoir fait un petit peu une petite incartade, comme tu le dis, ça t'aide dans la scénarisation ou dans les mouvements de tes personnages ou tu penses pas que ça ait un impact? Pas tant que ça, en fait. Je suis toujours pas, je suis pas devenu joueur d'ailleurs, malgré tout ça. En fait, la création prend tellement de temps que je trouve que le jeu, pour moi, est un peu une perte de temps. C'est-à-dire que moi, je développe mes univers. Voilà, j'ai pas besoin de support en fait pour rêver. Il faut juste un canapé et une fenêtre ouverte, quoi. Voilà. Et ça suffit, quoi. Exactement. Est-ce que plus jeune, tu étais baigné dans un univers BD ou ça t'est venu après tout seul ou est-ce que tu peux me Bah, parler de ça? en fait, enfant, les toutes premières lectures, c'était des fumetti, donc les petites publications de bande dessinée italienne.
Mhm. avec justement plein d'histoires de western, pas mal aussi d'histoires de Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'était, en fait, c'est des albums que j'avais récupérés qui appartenaient à mon oncle et à mon père, que j'avais trouvé chez ma grand-mère. Il y en avait une petite pile. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce que c'était souvent des histoires à suivre. Et, euh, et ça, je crois d'ailleurs, c'est un truc qui m'a permis de rêver en fait pas mal. C'est que j'avais jamais la suite. Donc, je relisais en fait toujours les mêmes micro-aventures sur différents personnages. Et je pense que ça m'a poussé un peu à imaginer en fait ce qui s'était passé avant, ce qui se passerait après. Et j'avais eu ça aussi en fait avec des lecteurs comics. Parce que mes parents nous en achetaient pas, je pense qu'ils trouvaient ça un peu cher à l'époque, d'acheter du comics tous les mois. Parce que je viens d'un milieu ouvrier, donc il Ouais. n'y avait pas beaucoup de livres à la maison. Et on a fait pas mal d'emprunts dans la bibliothèque. Mon frère est un très grand lecteur, donc comme c'est lui en fait qui m'a tiré vers le dessin. On a commencé à dessiner un peu tous les deux en fait. Au début, je le copiais allègrement, je lui repompais tous ses personnages. Et après, graphiquement, on a pris des chemins vraiment différents. Là, on travaille actuellement ensemble parce que c'est lui Mhm. qui réalise des couleurs depuis le tome 3 Ouais. sur l'Avenin. Et en fait, lui a toujours préféré la couleur. Moi, j'ai toujours plutôt eu une quête plutôt noir et blanc en termes de dessin. Alors après, il y a l'obligation de 46 pages couleur. Quand on fait une série grand public, on est un peu obligé en fait de faire plutôt des pages couleurs. Mais en fait, moi, vraiment, la première motivation, c'est d'avoir des belles pages noir et blanc. Voilà, c'était pour ça que j'étais très content quand Rue de Sèvres a accepté de publier chaque album en grand format et dans sa forme noir et blanc, quoi. Voilà. Ouais, on en parlera tout à l'heure parce que ça donne vraiment très bien en grand format noir et blanc. Je l'ai déjà plusieurs fois dit sur ma page, mais ouais, ça donne vraiment très bien et ça fait de très belles planches. Euh, Est-ce que au-delà des petites bandes dessinées ou des histoires à suivre, est-ce que tu regardais beaucoup de western quand tu étais plus jeune? Bah, il y avait la dernière séance, donc on essayait de persuader nos parents de pouvoir rester un peu devant la télé. Ça devait être le mardi soir, je crois. Et, Ouais. euh, et du coup, c'est arrivé parfois hein, qu'ils cèdent, ou en tout cas, on voyait plein de débuts. En fait, c'est comme pour les fumetti ou pour les comics, c'est que j'ai vu plein de débuts de films, en fait. Ouais, c'est Et ça. voilà. Et après, ils nous envoyaient nous coucher en disant non, il est tard, demain, Hmm. vous avez Ouais, et école puis et des c'est pas pour activités. toi. Ouais, c'est ça, exactement. Je crois qu'on a vécu la même chose, a priori. La dernière séance. Ah oui, mais c'est des bons souvenirs, ça, moi, je trouve. Ouais, carrément. Euh, T'as commencé pour aller directement dans la série L'Avenin. Tu as commencé donc le premier tome. Tu l'as commencé à quelle date exactement? À quelle date t'as proposé le projet à ton éditeur? Oh, alors là, c'est une bonne question. Je suis pas Enfin, à très quelle fort dans date les dates, dans moi, en le... général, c'est un truc un peu flou. Bah, c'était il y a 5 ans, ouais, 5 ans et demi, un truc comme ça. 2018, Euh, dans les eaux-là? ouais, c'est dans ces Ou pas. eaux-là, ouais, 2017-2018. Et je sais que chez Rulser, en fait, ils ont vraiment été emballés directement par le projet. Je sais que chez Glénat aussi, ils voulaient peut-être le faire, mais sous une forme un peu différente. En fait, moi, j'avais fait un dossier qui était assez court. Et sauf que j'avais vraiment l'idée entière en fait de l'histoire ou quasiment. Mais c'est que je voulais pas faire un dossier. Ça m'était arrivé hein, de faire des fois des dossiers de projets qui faisaient une trentaine ou une quarantaine de pages. Quand on se voit refuser les projets les uns après les autres, on arrête un peu de faire ce genre de choses. Donc j'avais fait un dossier assez court, tout en sachant que j'allais quand même pas mal développer l'histoire. Et, et chez Rupsev, en fait, ils ont vraiment tout de suite compris là où je voulais aller, ce que je voulais faire en fait avec cette histoire-là. Et même moi, au départ, en fait, on a commencé à en discuter avec Nadia Gibert, mon éditrice, euh, en fait, elle m'a dit, mais tu veux le faire en combien de tomes? Et au début, je lui ai dit, bah, j'en sais rien, peut-être trois, ou enfin deux, trois, je sais pas exactement. Et en fait, moi, je lui avais raconté en fait l'histoire
en live. Et elle m'a dit, mais attends, avec tout ce que tu m'as raconté, avec tous les backgrounds, tous les allers-retours que tu as envie de faire, et tout ce que tu veux raconter autour de ça, je pense que même 3 tomes, ça va être un peu léger, quoi. Donc, comme elle avait un peu lâché la bride, je lui ai dit, bah, on pourrait le faire en 5 tomes, qui correspondaient en fait à chacun des personnages qui devaient être assassinés. Et du coup, ça permettait en plus d'avoir une tonalité pour chacun des albums, quoi. Voilà. Impeccable. Donc du coup, tu l'as présenté à Rue de Sèvres. À combien de personnes? Parce que tu nous as parlé de Rue de Sèvres et de Glénat. Est-ce que tu l'as présenté à d'autres ou est-ce que très rapidement, tu as su que c'était Rue de Sèvres et du coup, Bah, je l'avais présenté à d'autres, mais très rapidement, j'ai su que ça serait chez Rutsel que ça se ferait, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait toute l'équipe qui était vraiment emballée par le projet. Moi, je les ai rencontrés, en fait, assez rapidement. Et je sentais, en fait, qu'ils avaient tous lu le dossier. Ils en avaient discuté entre eux. Et il y a cette dynamique-là, en fait, qui est intéressante chez Rutsel. C'est comme c'est une petite équipe. Du coup, en fait, ils communiquent même dès la base, en fait, dès l'envoi des projets. Quand il y a un projet qui intéresse une des deux éditrices, du coup, elle en parle à toute l'équipe et ils en discutent entre eux pour décider si oui ou non ils prennent le projet. Donc, il y a vraiment une sorte de choix un peu collégial. Et, euh, et donc, du coup, Nadia m'a rappelé en me disant, écoute, on a vraiment tous envie de le faire avec toi. J'ai su après coup en fait qu'ils avaient déjà envie de travailler avec moi avant et que le projet tombait à pic. Donc voilà, c'était parfait. ouais. Donc c'est génial. C'est la croisée des chemins, on va dire. Exactement. Euh, Elle est venue d'où cette idée de cette héroïne Émilie? En fait, comme souvent, c'est le personnage principal en fait qui apparaît. Et moi, j'avais fait un dessin hommage en fait au personnage de Claudia Cardinal dans Il était qu'une fois dans l'Ouest. Ça venait un peu d'une frustration parce que le film est sublime, hein. Je l'ai vu et revu maintes et maintes fois. Mais je trouvais que ce personnage-là, en fait, il avait l'air tellement intéressant et il était tellement peu développé dans le film. Je me suis dit, j'aimerais bien créer en fait un personnage qui soit un peu similaire au personnage de Jill et de pouvoir justement lui donner une vraie place dans l'histoire, quoi. Voilà. Donc au Dessin départ, hommage en 2012, hein, c'est ça? À peu ouais, près. c'est ça, le tout premier dessin. Ouais. Donc c'était la première idée. Et après, c'est resté un peu, c'est resté dans un coin de ma tête, et puis ça a commencé à prendre de plus en plus d'importance. Et là, j'ai commencé vraiment à développer le background du personnage, savoir d'où elle venait, voilà, et puis d'avoir un peu le fil rouge de l'histoire qui a commencé un peu à s'imposer à moi. Et après, ce qui est intéressant, c'est quand on rentre vraiment dans la phase de création, de préparation en fait à l'écriture. C'est le moment en fait où moi je fais des allers-retours entre ce que j'ai prévu ou ce que j'ai imaginé et comme je voulais glisser en fait le personnage d'Emily dans la grande histoire américaine, je voulais trouver en fait des événements qui soient politiques, climatiques, sociaux, qui permettaient en fait d'asseoir mon récit et de pouvoir lui donner de la profondeur en fait. Je trouve ça intéressant de ne pas faire uniquement de la fiction totalement décollée en fait de ce qui s'est réellement passé, quoi. C'est-à-dire d'avoir des vrais événements qui nous permettent de nous appuyer pour développer l'histoire. Oui, Voilà. c'est le cas. C'est le cas effectivement. Le président, dans le dernier tome, tu parles d'un événement climatique. C'est réellement un événement climatique qui a existé. Oui, Enfin, sur toute la exactement. période, c'est bien le cas, hein. Il n'y a pas que ça, mais Ouais. je les ai notés. Je vais les retrouver. Enfin bon, il y en a plusieurs potentiellement. C'est vrai que tu assois ton histoire dans la période 1880-1900. Hein, globalement, on est arrivé à Ouais, 1902 dans le dernier tome, je crois, ou quelque chose comme ça. exactement. Ouais. À Euh, 1901, et ouais. ouais, et tu assois tout ça à travers des faits réels pour Mm. bien implanter. Et du coup, comment tu fais tes recherches sur ces sujets-là?
à travers ton... Bah, je fais pas mal de recherches en étoiles en fait. L'outil Wikipédia en fait permet de faire ça. C'est-à-dire qu'on cherche on cherche une période et puis après on affine de plus en plus et puis on commence à tomber sur un événement qui nous emmène vers un personnage, d'autres personnages. Donc il y a une espèce de recherche comme ça qui est un peu en toile d'araignée et vraiment ça se déploie. Il y a des fois je passe des journées entières en fait à lire des articles et ça en fait c'est vraiment la matière première. C'est un moment où j'imbibe, où je prends plein d'infos dans tous les sens. Il y a même des fois, d'ailleurs, j'ai du mal à replacer dans un contexte particulier. Et après, je suis obligé de faire des vérifications quand je commence à écrire. Ça m'est arrivé d'ailleurs de me planter grandement, hein, de me dire, ah non, mais je voulais faire ça et ça, c'est pas possible parce que c'est pas arrivé à telle date. Et puis après, il faut arriver aussi à croiser les informations. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des événements qui sont intéressants, mais sur la toile, en fait, ou dans des bouquins, il y a deux dates différentes. Et il y a toujours un moment quand même où l'auteur, il se dit, c'est pas grave, je choisis la date qui m'intéresse. Oui, Voilà. voilà. Il y a toujours un moment Ouais. où il faut aussi que l'histoire continue, quoi. Et bon, ça Et m'a mais posé. tu fais pas de l'historique en même temps. Tu fais pas du Non, documentaire. non, non, C'est pas le non. but. Oui, c'est pas le but. Ouais. C'est-à-dire qu'on on est quand même dans un récit fictionnel. Donc, mais après, faut pas qu'il y ait d'erreurs grossières dans le récit, quoi. Après, on peut utiliser des lieux, on peut faire bouger un peu les choses. Mais il faut quand même être pas trop loin de la réalité, quoi. Voilà. Oui, oui, voilà, c'est ça. Faut en être proche pour que ça ait l'air vraisemblable. Mais Exactement. s'il y a un petit écart, on va pas t'en vouloir sur l'histoire en général. Ouais. Alors, je Il y me a suis un peu Ami. arraché les Vas-y. cheveux lors de l'écriture du tome 5, du dernier tome, parce que j'avais prévu en fait une fin. J'étais assez sûr de moi en fait sur ce coup-là, en me disant ça va être cette fin-là, ça va être parfait, ça va être génial. Et en fait, justement, quand j'ai fait les vérifications historiques, je me suis rendu compte en fait que la fin que j'avais prévue était impossible. Et voilà. Mince. Donc, ouais, enfin, pas impossible, mais en tout cas, pas de la manière dont je voulais le faire. Donc, D'accord. du coup, il a fallu que je repense mon récit à l'aune de tout ce que j'avais comme information, quoi. Voilà. D'accord. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça permet aussi de se mettre en défaut et de s'obliger à réfléchir deux, trois, quatre fois et de vraiment affiner son récit pour que d'une, il soit au plus près et qu'il soit encore meilleur que ce qu'on avait imaginé la première fois, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, c'est une matière qui est vachement mouvante quand on est même dans l'écriture du scénario et même dans la phase de storyboard. C'est toujours un moment en fait où on peut tout réimaginer. Je vois là, je suis en train de travailler sur le storyboard justement du tome 5 et il y a des fois j'ai fait des ajouts de pages, j'en ai enlevé d'autres. Il y a des scènes en fait qui me paraissaient pour moi importantes et que j'avais visualisées. Parce qu'en général, moi, quand j'imagine une histoire avant de l'écrire, avant de faire du pur scénario, je l'imagine comme des scènes de film en fait. Et ensuite, je repasse par la phase écriture pour ensuite revenir au médium bande dessinée, quoi. Mais la première, la première fois que je vois mes scènes, je les vois filmées, en fait. Enfin, c'est vraiment un film mental, quoi. Et du coup, c'est une question que j'avais prévue un peu plus tard, mais maintenant que tu m'en parles, je te la pose maintenant. Euh, T'as imaginé ou est-ce que on t'aurait soufflé de faire de faire l'avenant en série, en film, ça te brancherait toi que ça soit que ton personnage ou Ah bah, voilà, si ça pouvait être ton adapté en héroïne. film ou en série, ouais, ça serait hyper intéressant. Puis de voir aussi. Alors, je sais pas si je voudrais travailler en fait sur le scénario, la version cinématographique. Parce que pour avoir travaillé avec Fabien Nury, qui a beaucoup bossé pour les séries, il m'a raconté la difficulté en fait de travailler sur des scénarios de films. C'est-à-dire qu'il y a des moult réécritures et il avait même l'impression en fait à force de réécriture de perdre en fait ce à quoi on tient vraiment quand on fait de la bande dessinée, c'est le squelette en fait. C'est vraiment la structure en fait qui tient tout le récit.
Et parfois, à force de réécriture, de repenser des scènes, de les réimaginer, en fait, on perd limite la volonté première, en fait, la première intention qu'on avait. Parce que ça, c'est vraiment le truc à garder quand on écrit une histoire. C'est qu'est-ce que je voulais raconter vraiment la première fois que je l'ai imaginé, qu'est-ce que j'ai ressenti, en fait, comme émotion avec ces personnages-là et avec cette histoire-là, en fait. Et ça, c'est un truc qu'il faut essayer de pas perdre, quoi. Donc, on est toujours en train de faire des retours en arrière en se disant, c'était quoi ma première intention vraiment, quoi. Voilà. D'accord. Donc potentiellement de l'avoir adapté, mais de lâcher ton bébé en fait, quelque part. Ouais. Bon, je pense que ça sera un peu une obligation, c'est-à-dire que soit je continue ma carrière d'auteur de bande dessinée, ou sinon je me dédie entièrement au cinéma, mais je pense qu'il y a un moment où on peut pas tout faire, quoi. Et c'est une question que je me suis posée il y a pas très longtemps parce que ça fait plusieurs fois qu'on me propose des adaptations de Cellules Poison, la série chez Dargo, et bon, les projets ont capoté à chaque fois pour plein de raisons. Euh, mais dernièrement, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie, en fait, moi, de l'écrire? Est-ce que j'aurais pas aussi envie de voir ce que quelqu'un d'autre en fait, en fait, de cette matière-là? Et comment les réimaginer? C'est une vraie adaptation. C'est comment il faut reprendre toute la matière. Alors après, ce qui peut être intéressant, c'est de vraiment travailler avec le scénariste et d'avoir des vraies discussions avec lui, de pouvoir penser le projet au départ, en fait, au préalable pour vraiment asseoir en fait les intentions que j'avais moi en fait par rapport à cette série d'albums. Euh, mais après, je pense qu'à un moment, il faut lâcher. Puis en plus, le cinéma, c'est vraiment différent en fait dans la manière de travailler. C'est que d'un coup, c'est une équipe en fait qui va bosser sur le film. Je sais pas si j'ai le caractère pour gérer une équipe. Je sais pas si j'ai un côté manager. D'accord. Préfère travailler seul, comme ça t'es sûr de pas te tromper et C'est ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Après, par exemple, en bande dessinée, je sais que j'ai parfois eu envie de travailler avec d'autres dessinateurs sur des projets. Ça s'est pas fait et tout ça, mais en tout cas, j'avais l'envie, quoi. Après, je me suis rendu compte parfois que à force de travailler seul et de connaître mes intentions, j'avais tendance à oublier de noter des choses en fait quand j'écrivais des scénarios. Et j'étais obligé de revenir après en me disant ah non mais attends j'ai oublié un truc, il fallait que je te dise. Et ça c'est vraiment en fait la plus grande difficulté quand t'es auteur complet, c'est de se départir en fait d'une part de toi qui imagine déjà comment ça va être agencé, quel type de compo, quel type de cadrage, quel type de plan tu vas choisir pour telle ou telle page, et d'avoir vraiment ce travail-là d'être vraiment en retrait et de pouvoir poser les choses pour imposer, en fait, parce qu'un scénariste, il est obligé d'imposer une vision, en fait. Enfin, en tout cas, d'essayer de tirer le dessinateur vers lui pour que lui, il imagine, en fait, la manière dont le scénariste a imaginé l'histoire, quoi. Donc ça, c'est un travail qui est un peu plus compliqué que j'ai pas encore fait. Ça m'est pas encore arrivé. Et puis ça va pas arriver tout de suite parce que là, j'ai pas mal de projets qui vont arriver derrière l'avenant une fois que j'aurai fini ce cinquième et dernier tome. Voilà. On en parle à la fin. Mhm. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch de l'avenant du projet? Et puis tu nous as parlé d'intention tout à l'heure. Quelle était ton intention première? Bah déjà, l'intention première, c'était d'avoir un vrai personnage féminin puissant dans le genre. Parce que il y a quand même plein enfin, il y a quelques figures en fait qui restent dans l'histoire du Old West, mais très peu. On sent que les historiens mâles on fait un peu de tri en disant ouais non ça on s'en fout. Et j'avais lu justement l'histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn, et c'était intéressant parce que justement il remettait en lumière plein de personnages
de femmes qui avaient été importantes dans les luttes pour les droits, contre l'esclavage, qui avaient fait des discours à l'époque et qui ont été totalement en fait évacuées de la grande histoire américaine. Et je pense que l'Avenin, ça permettait de faire ça, en fait. Voilà, de remettre un personnage puissant à cette période, parce que je pense qu'il y en avait pas mal, hein. Il y en a qui existent encore. D'ailleurs, il y a certaines figures féminines que j'ai essayé d'intégrer aussi à mon récit, quoi. Voilà, qui ont existé. D'accord. Euh, tu arrives dans un moment le premier tome sort, après la sortie en même temps ou quasiment en même temps, on va dire, de Stern et Undertaker. D'ailleurs, tu leur Ouais, fais un joli clin d'œil dans le cinquième tome, qui est un peu le renouveau, qui relance un petit peu toute cette fabrication de western. Ça faisait un mhm, moment qu'on n'avait pas vu ça, et puis ils sont arrivés. Et c'est reparti dans tous les sens, ouais, avec des westerns totalement différents, hein, Stern et Undertaker. Alors même s'ils parlent le même thème, c'est vraiment une vision encore différente. Toi, tu arrives oui. avec une héroïne. Ça t'a fait quoi de faire partie Enfin, moi, je trouvais que c'était important ce renouveau-là. Pour moi, Ouais. ça fait partie du Mais renouveau du genre, quoi. en fait, je pense qu'il y a pas mal d'auteurs, hein. Moi, j'en ai discuté avec d'autres auteurs qui ont eu envie de faire du western pendant des années. C'était un peu, en fait, les éditeurs qui refusaient ce type de projet en disant Hmm. non, mais le western, c'est mort, on n'en Ouais. fera plus jamais, c'est fini. Voilà, donc je pense qu'Undertaker, le succès, en fait, d'Undertaker commercial, a permis de redonner des idées aux éditeurs et de donner des envies en disant bah ouais, le genre est pas mort. En fait, je pense que c'est l'avantage un peu du genre, c'est que ça permet en fait de faire quasiment ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est un monde codifié en fait. Donc soit on utilise les codes de manière classique et on les suit en fait, ou soit on utilise les codes pour aller un peu ailleurs, pour essayer de faire migrer nos récits, ce que fait Stern par exemple, et ce que j'essaye de faire avec l'Avenin. Undertaker est plus dans une logique Ouais. plus classique en fait de récit. Euh, mais c'est un peu l'avantage du genre, ouais, c'est qu'on en fait. Moi, j'avais fait ça pendant des années avec le polar. J'étais arrivé un peu au bout du chemin quand j'ai fait Face au mur, parce que enfin, j'étais remonté à la source en fait de ceux qui créent le polar, quoi. C'est-à-dire que soit tu travailles avec des flics, ou tu travailles avec des anciens du grand banditisme. Et tu trouves les figures en fait qui permettent de créer le genre. Donc une fois que j'ai eu fini Face au mur, en fait, je me suis dit, je pense que le polar, je suis allé au bout du genre en fait. En tout cas pour moi, hein, pour ma démarche perso. Même si on retrouve quand même du code un peu polar dans l'Avenin, parce que ça, j'arrive pas tout à fait à m'en départir. Parce qu'il y a la partie enquête, il y a le côté Hmm. meurtre sanglant et l'enquête des Pinkerton pour retrouver Emily. Euh, mais voilà, donc j'avais envie en fait un peu. Et puis c'est vrai que Face au mur, ça a été un travail très long parce qu'on s'est rencontré avec Jean-Claude en 2011. Et je crois que le dernier album est sorti en 2017. Donc il y a eu 6 ans en fait qui se sont passés où moi j'allais le voir régulièrement au départ quand il était encore en prison, j'allais le voir en parloir et tout ça. Donc c'est un univers qui est quand même un peu Hmm. costaud, quoi. Alors moi je le vivais pas tous les jours, hein, évidemment, j'y allais de temps en temps. Et je suis jamais resté enfermé. Le peu de fois où ça m'est arrivé d'ailleurs en parloir de rester enfermé un peu longtemps, c'est là où tu te dis, oh non, là, vraiment, pourquoi il met pas des poignées aux portes? Je pensais que le monsieur, il vient pour ouvrir la porte avec sa clé. Ouais, moi j'ai vécu ça alors dans un autre domaine puisque je faisais de la formation en milieu carcéral et effectivement il y a quand même un côté alors Mickey tout à l'heure l'a dit tout à l'heure c'est que il y a un côté un petit peu anxiogène quoi. C'est-à-dire, tu rentres là-dedans, tu passes 4 portes, t'es toujours toutes les portes sont ouvertes, fermées derrière toi, t'es toujours C'est ça. accompagné. Ouais. Je faisais de la formation informatique et donc t'arrives, ils font rentrer les détenus dans la salle, ils ferment la salle derrière toi, et puis la première fois, je me suis dit, waouh, Ouais, c'est ça. alors là, je suis tout seul dans la salle. Bon, ça s'est bien passé, mais effectivement, Oui, il y a quelque chose de...
d'un peu anxiogène. Et du coup, Mickey, tout à l'heure, posait la question, est-ce que c'était aussi un besoin pour toi, après, après ce côté anxiogène, enfin ce côté un petit peu refermé, cellule, de t'évader à travers les grands espaces Ouais. et le western? Je pense que ça a grandement, ça m'a permis de choisir quel genre j'allais choisir. J'avais vraiment envie de grands espaces. Et d'ailleurs, il y a eu quelques pages d'ailleurs de face au mur où quand il traverse justement, quand le personnage de Jean-Claude traverse l'Espagne, où il y avait déjà une préparation psychologique en fait à ce que j'allais faire après. Et ça permettait d'ouvrir un peu et d'avoir un récit un peu différent. Donc voilà, mais puis le western, de toute manière, ça faisait, enfin, j'ai envie d'en faire depuis que je suis enfant. En fait, c'est mes toutes premières bandes dessinées. Je faisais que du western quand j'avais entre 8 et 10 ans, quoi. Tout ce que j'ai brûlé entre-temps. Ouais, il y a toujours eu cette envie de western. Alors pendant très longtemps, j'ai un peu freiné des cas de fer pour pas y aller parce que je me suis jamais senti légitime en termes de dessin d'aller vers ce genre parce que bah il y a des monstres sacrés inatteignables. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire La Venin, je voulais confier le dessin à un autre dessinateur que moi en fait pour éviter de m'y frotter. Et j'avais demandé à Ronan Toulouat s'il était intéressé. Alors, il avait bien aimé le projet, mais il était trop pris. Il m'a dit, ouais, rappelle-moi dans 5, 7, 8, 12. Ouais, peut-être un Voilà, jour, donc, quoi. ouais, exactement. Et donc, comme j'avais envie quand même que le projet naisse assez rapidement, j'ai commencé à dessiner. Et puis, c'est surtout une discussion avec un de mes vieux copains qui m'a dit, mais attends, mais tu peux pas ne pas le faire, en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu en rêves depuis tellement longtemps. À un moment, il faut que tu y ailles, quoi. Voilà. Donc, Lâche-toi, donc quoi. j'y suis allé. Bah ouais, eh ben, t'as bien fait d'y aller. Mickey dit, on sentait effectivement déjà l'évasion à ce moment-là. Euh, Alex, tout à l'heure, on a parlé de films. Est-ce que ça t'intéresserait de faire du dessin animé? C'est Alex qui pose la question. Du dessin animé. Ouais, Bah, c'est-à-dire après, l'adapter en dessin animé. Enfin, tu vois, en animé au lieu d'en film. C'est pas tout à fait la même façon de travailler non plus. Et c'est un peu plus bah, proche de la bande dessinée, du coup. oui, ça sera plus proche, ouais. Bah, pourquoi pas, ouais. En fait, je pense que toutes les adaptations sont intéressantes. Après, il faut juste que ce soit le bon scénariste, le bon réal et la bonne équipe pour le faire, quoi. Et alors autant en cinéma, il faut que ce soit les bons acteurs, parce que ça peut être vite, ça peut être vite très mauvais. C'est Ça vrai. arrive Je parfois. suis d'accord. On en connaît, en plus, on va pas les citer aujourd'hui, Ouais, mais ouais, ouais, clairement. voilà, ça arrive. Bah, surtout en bande dessinée, hein. Je sais pas pourquoi. Bon, alors plus pour la bande dessinée, la grande bande dessinée populaire adaptée au cinéma. Souvent, Au ça fait secours. un. Ouais, c'est un peu ça en fait. D'un coup, c'est un peu de la gaudriole, alors qu'il n'y avait pas que ça dans ces albums-là, quoi. Voilà. Ouais, je pense on doit penser à peu près au même. Euh, euh, du coup, je t'ai pas laissé faire le pitch parce qu'on est Ah oui, le parti sur pitch. plein de choses. Et ben du coup, alors comment faire le pitch? C'est loin, hein, c'est le Thomas. Ah oui, Euh, bah, l'histoire commence en fait. Alors le premier tome, il commence par un flashback, donc je n'en parlerai pas. Mais en gros, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui débarque à Silver Creek au Colorado, qui est censée être venue pour se marier. Et on lui apprend sur place en fait que celui qui lui était destiné est mort depuis 3 semaines, mort et enterré. Et donc du coup, n'ayant que l'argent, soi-disant pour ne pouvant pas repartir, elle se fait embaucher au saloon comme entraîneuse et prostituée pour subvenir à ses besoins et peut-être payer le billet retour pour retourner à la Nouvelle-Orléans. Voilà. Et puis on découvre petit à petit que en fait tout ça ne fait partie que d'un grand plan pour pouvoir atteindre celui qui se présente à l'élection en tant que gouverneur du Colorado et que en fait Emily est là pour l'assassiner. Voilà, donc ça c'est
tout premier tome. C'est, je pense, un très bon pitch de départ, et ça, c'est ce qu'on retrouve dans le premier tome. Et on a un plan qui est plus vaste que le premier tome et l'assassinat d'une seule personne, finalement. Et tu Exactement. l'as dit tout à l'heure, 5 tomes. Mhm. Initialement, c'est prévu pour 5 personnes. Enfin, Exactement, ouais. Il y a 5 cibles. il y a 5 cibles, on va le dire comme ça. Euh, je reprends mes questions. Depuis le troisième, c'est ton frère qui fait les couleurs. Le lettrage, c'est pas toi qui le fais, si je me trompe pas non plus, c'est Jean-Luc Ruot. Ouais. Pour le lettrage, tu as fait appel à Jean-Luc Ruot. Pourquoi tu as fait appel à Jean-Luc Ruot pour le lettrage et pourquoi à ton frère dans la partie du troisième tome? Alors le lettrage, en fait, je pense que lui, il fait plutôt tout ce qui est compo et c'est lui qui réalise la version définitive du fichier prêt à imprimer. Parce que D'accord. la typo en fait utilisée, c'est une typo que j'ai créée à l'époque pour Cellule Poison, que j'utilise D'accord. toujours en fait et qui correspond à mon dessin. Ok. J'avais fait alors c'est un travail très long en fait de créer une typo. Je pense que là du coup il faudrait vraiment travailler avec quelqu'un qui sait faire. Mais moi j'avais fait des essais. Au départ c'était un peu empirique hein, quand j'ai réalisé cette typo-là. Sauf qu'elle a fonctionné en fait tout de suite. Et donc, je continue à l'utiliser aujourd'hui, alors un peu par flemme parce que j'ai pas envie de refaire une typo pour chacun des albums que je vais réaliser, ou chacune des Tu séries. m'étonnes. Mais c'est surtout que j'ai même fait des essais d'ailleurs, parce qu'à un moment j'avais imaginé faire une réédition noir et blanc de la toute première trilogie que j'avais fait chez Glénat à l'époque, qui s'appelait Cirque. Un projet que j'ai toujours dans un coin de ma tête, mais j'ai juste pas le temps de le mettre en œuvre. Et j'avais fait des tests en fait parce que la typo à l'époque, je crois que sur le premier tome, je l'avais fait à la main, mais je suis pas un très bon lettreur, donc du coup le résultat était assez mauvais. Et ensuite, on avait utilisé de la typo mécanique bande dessinée un peu classique. Et là, du coup, ça dénotait un peu par rapport au dessin. Et j'avais fait des tests avec justement cette typo que j'utilise toujours sur les pages. Et ça leur redonnait en fait, juste la typo, ça permettait de redonner un coup de peps aux pages. Et surtout, d'un coup, le texte correspondait exactement au dessin, quoi. Parce que je pense que foncièrement, même si j'essaie de faire migrer mon dessin pour chaque nouveau projet, il y a un truc foncier qui reste. Voilà. Ok. Et oui, moi, je trouve que euh, la typo a une importance souvent dans la bande dessinée. On n'en parle que très peu, Mm. mais elle a une importance et souvent quand elle n'est pas bonne, ça a un impact. Enfin, c'est Oui, plus dans ce sens-là, je trouve que ouais, quand elle est très très bonne, eh ben voilà, ça va dans l'ensemble. Quand elle est pas bonne, tout de suite, c'est plus ça pénible, quoi. dénote, ouais. Des Oui, fois, c'est un peu petit, des fois, c'est un peu ouais, c'est compliqué à ça. lire. Et Ouais, ça a un impact pour le lecteur. Et je ça c'est trouve que clair. c'est important une bonne typo. Enfin, Ouais. c'est mon avis. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que même moi, j'ai fait des essais. Là, le projet qui suit, en fait, est un projet beaucoup plus personnel. Et du coup, j'avais fait des tests avec ma typo sur des essais de pages, hein, des bouts de pages que j'ai commencé un peu à faire. Et en fait, du coup, comme on est dans plutôt une sorte d'autofiction, cette typo-là correspond pas du tout. C'est-à-dire que ça dénote et ça fait carrément sortir. Enfin, en tout cas, ça prête pas à. Et ça emmène pas vers ce type de récit. Du coup, il faut choisir des typos qui correspondent exactement aussi Hmm. au genre ou au type de récit dans lequel on est. Et si on est à côté, en fait, du coup, on peut fiche en l'air en fait quasiment toutes les pages de l'album et, euh, et pas accroître en fait un sentiment premier qu'on avait par rapport au récit, quoi. Et ça peut être une recherche qui peut être assez longue, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire sur la typo. Et du coup, Mm. pour la couleur, Alors la couleur, en alors fait, je crois que Stéphane est en ligne. Enfin, il ah est oui. là. Alors attention, dis pas de bêtises, hein. Non, en fait, il a rejoint l'équipe parce que en fait, on avait eu une très bonne idée avec Youssef. C'était c'était de pouvoir sortir le tome 2 et le tome 3 sur la même année 2020.
Ouais. Et donc, du coup, au début, on cherchait un coloriste. Et puis j'ai proposé à Nadia en lui disant, écoute, moi, j'ai mon frangin qui est un super coloriste. On a déjà travaillé ensemble, en plus, à l'époque où on travaillait sur Raven. C'était une trilogie. Donc, sur le premier album, on avait travaillé un peu à deux. Et puis après, c'est lui qui avait continué le reste de la trilogie. Et je lui dis, écoute, on peut lui faire un essai, et puis je pense que ça risque de matcher. Puis l'avantage, c'est qu'on se connaît très bien, donc il n'y a pas du tout il n'y a pas de barrière, il y a pas de lutte d'ego. On peut s'engueuler, on peut se dire les choses en fait de manière très frontale. C'est ça qui est chouette en fait. C'est que d'un coup, moi, il y a des fois, il m'a envoyé des pages, je l'appelle, je lui dis, écoute, alors, pas du tout, t'as pas compris. Et, euh, C'était pas et ça. après, on en discute, mais c'est réglé dans les 5 minutes, en fait. Et donc, il y a vraiment ce truc-là profond qui est. Puis, alors, c'est toujours plaisant, en fait, de rebosser avec son frangin, quoi. Ça faisait des années qu'on l'avait pas fait. Donc, qui reviennent sur un des projets, je trouve ça plutôt cool, quoi. Bon, après, la bonne idée de sortir 2 albums cette première année de Covid, c'était un peu. C'était pas l'idée marketing la meilleure du monde, mais Ouais, voilà. ouais, ouais. Bref. C'est pas l'idée qui était pas bonne. C'était peut-être le Covid qui était pas bon, quoi, à l'époque, tu vois. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais, bah, c'est surtout quand Euh, j'ai vu le tome 3 sortir la veille du reconfinement. Et là, tu te dis, avoir autant, parce que ça a été un peu la course, hein, du coup, il a fallu quand même travailler d'arrache-pied pour que les 2 albums puissent sortir sur la même année. Donc ça a été un peu rock'n'roll, quoi. Et là, tu te dis, ouais, autant d'efforts pour ça. Voilà. Bon, après, l'avantage, c'est que la série était quand même déjà bien bien installée installé. avec le premier et le deuxième. Donc du coup, on n'a pas eu non plus, ça n'a pas été une catastrophe non plus Voilà. pour l'avenant, quoi. Ça a été compliqué pour des séries qui commençaient au début du Covid, quoi. Il y en a Ouais, qui sortaient. Je pense à une série particulière, mais qui est sortie le 16 mars, enfin, je crois, ou le 17 ouais, mars. Tu vois, un truc de fou, quoi. ouais. C'est censé Avant le sortir et click puis and pouf, collect et voilà. tout ça. Ouais, ouais, avant, tu vois. Donc du coup, la BD, elle se vend aussi parce que le client, il le voit Oui. dans la librairie, parce Ouais. que le libraire, il fait un super job Mm. et qu'il sait quoi mettre en face pour les personnes qui viennent dans sa librairie. Ouais. Et du coup, bah, ce frein-là, ça a été compliqué pour certaines Oui, oui. séries et Ouais, qui ouais, sont pourtant de très bonnes séries, quoi. ouais. Donc c'est Et ça, un, c'est vraiment dommage, hein. Et encore plus pour des one-shots, à petit tirage, tu vois, qui ont eu aucune chance, en fait, c'est ça. parce que d'un coup, en click and collect, bah, à chaque fois, tu me dis qu'il y a des catastrophes, tout le monde va vers le rassurant et des séries qui marchent, et voilà. Et donc, tous les albums un peu atypiques qui étaient sortis à cette période-là, ils ont Ça a été disparu. compliqué. Ouais. 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 Je suis assez d'accord. Donc tu disais 1 an entre le tome 1 et le tome 2, 8 mois entre le tome 2 et le tome 3. Ouais. C'est un truc de fou. Ouais. Et entre le 3 et le 4, c'est un peu Ouais, il y a plus eu, 15 mois. ouais, il y a eu une bonne année, ouais, ça c'était cool. Et ça m'a permis en fait de pouvoir travailler dans des bonnes conditions, de pouvoir profiter de ma famille, de prendre un peu de vacances, voilà, de pouvoir souffler un peu en fait. J'ai pris 3 semaines cet été, c'est la première fois de ma carrière que ça m'arrivait. Voilà, donc ouais, ça c'est vraiment chouette de pouvoir d'un coup pouvoir le faire sur un rythme qui est un peu plus humain. Voilà. C'est ça. De moins se sentir une machine, quoi, finalement. Ouais, exactement, ouais. Oui, oui. Donc, et puis Et là, ouais, entre... pardon, oui, vas-y. Non, vas-y, continue. Non, je sais plus. Bon. Et entre-temps, vous avez sorti le tome 1 et le tome 2 en noir et blanc. Mhm. Est-ce que pour ces tome 1 et ces tome 2 en noir et blanc, tu as dû retravailler parce qu'il y a des planches qui sont pas totalement les mêmes, où il y a des rajouts, je crois, j'ai vu deux, trois. Ah ouais, Ouais, dans le 3. Dans le 2, c'est sûr. Je l'ai d'accord. présenté sur ma dernière publication sur l'Avenin. Je crois qu'il y a une page qui est différente où il y a une page en plus. Ah ouais. Non?
Je me trompe? Bah non, je crois pas. Ou alors j'ai pas fait gaffe, mais bah, je vais aller voir du coup après. Eh ben, alors je peux me tromper. Je peux me tromper. Ouais. Mais il Parce me qu'en semble général, avoir vu ou peut-être un décalage de page, ou je sais pas. Entre parce que le, c'est dans le 2 que j'ai remarqué ça. c'est vrai? Ah ouais, Hein. ok. Et parce qu'après, la grosse différence, c'est uniquement les ajouts en toute fin d'album avec les recherches. À chaque fois, on essaye de réimaginer en fait le carnet de recherche pour chacun des tomes, pour qu'il soit un peu varié, que ce soit pas toujours de la recherche de perso, que ce soit pas toujours du Ouais. storyboard. Donc voilà. Donc c'est un peu sur cette partie-là qu'on retravaille. Sur les pages, en général, on essaye d'être au plus près. Alors il y a peut-être eu des modifs parce que des fois, en fait, il y a des petites modifs aussi entre le premier tirage et le deuxième tirage Ouais. du même album. Parce que d'un coup, tu dis, ah ouais, mais ça, tel dialogue, il était quand même pas top. On va essayer de. Où il y a une coquille qui est restée. Donc, Ouais, ça peut arriver. mais en général, je retouche pas trop mes pages. Moi, je suis pas trop dans Ah cette bah dynamique-là. écoute, je revérifierai, c'était une erreur de ma part, hein, ce qui est possible. Non, mais c'est Euh, intéressant, ouais. mais par Ouais. contre, si c'est pas le cas, je te le dirai. Non, non, mais juste pour que tu le. C'est peut-être une question de version. T'as raison aussi. Moi, j'avais eu. Alors, je crois que j'ai eu le premier tirage puisque c'était quand il est sorti en Angoulême. Donc, si je me trompe pas, ça doit être. Je regarde. Tiens, j'en profite au passage. C'était Angoulême. Est-ce que c'est bien la première édition que j'ai? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, je Bah, je vérifierai. pense que Bon, mais si tu l'as eu je te sur dirai. le premier salon, de toute manière, c'était le Ouais, premier tirage, quoi. ouais, c'est ça, Mm. j'ai eu sur le premier salon. Mais c'était sur le tome 2, donc je vais regarder sur le tome 2. Et puis je regarderai. Il me semble que j'en ai parlé dans la dernière publication. Mais Ok. je revérifierai. C'est pas grave hein, en Oui, tant que tel. oui. Et du coup, si on regarde, alors je vais montrer quelques pages, hein, parce que le but c'est pas qu'on passe. Il y a un travail magnifique. Alors, les couleurs sont superbes, je l'ai dit aussi, mais en noir et blanc ça donne. Alors je suis désolé, il fait nuit chez moi, donc j'ai un peu de lumière et du coup il y a mon téléphone qui se reflète en noir là. Ah Mais oui. mais du coup il y a vraiment un super travail. Je trouve que sur le noir et blanc. On, on s'aperçoit encore plus du travail que tu fais au niveau du trait, qui dans la couleur, même si elle est super, du coup, on le ressent un petit peu moins, Oui. en fait. Souvent, la couleur, en fait, a tendance aussi un peu à arrondir, à rendre les choses, à lisser, en fait. C'est-à-dire que le dessin se mélange un peu à la couleur et du coup, on n'arrive pas à définir, en fait, réellement quel a été le travail en pur dessin, quoi. C'est ça. Et l'avantage de ces versions-là, c'est que d'un coup, tu mets vraiment ça en lumière. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que La ces versions-là, version. ouais, euh, moi, je les ai poussées dès la sortie du tome 1. J'aurais dit, bon, alors, c'est quand qu'on fait la version noir et blanc, grand format, parce que ça serait bien quand même. Donc au départ, ils ont voulu attendre un peu parce qu'ils voulaient vraiment confirmer les premiers élans, on va dire, en disant, on va voir si la série marche bien. Je pense que c'est un peu une condition sine qua non à la sortie ouais. d'une version grand format noir et blanc, pas trop cher en plus, ce qui est plutôt Ouais. cool. Et voilà, donc ils ont attendu un petit peu. Et l'avantage aujourd'hui, en fait, qui est des sorties un peu dissociées en fait des tomes noir et blanc, ça permet en fait de continuer à ce que la Venin vive en fait au-delà des sorties des albums couleurs. Et Hmm. comme ils sortent au mois d'octobre, en fait, ça permet aussi voilà d'avoir un album de la Venin qui sort de temps en temps quoi. Voilà. Bon, ça va Ouais, pas c'est ça. régulièrement, mais C'est pas c'est même si on revient sur la série et sur les premiers tomes, ça permet de remettre de l'intérêt autour de l'héroïne, de l'Avelin et ouais, des albums. c'est ça. En noir et blanc, moi je les conseille, hein, ils sont juste magnifiques. Et le trait, il est super. Alors cela dit, hein, le travail sur la couleur, je le redis, le travail Ouais. sur la couleur est très très bon. Tous les albums sont très bons. On a de très belles ambiances. Alors Ouais, je me laisse dire. sur le tome 4 particulièrement, mon frangin Stéphane a vraiment fait un super boulot. On a fait railler pas mal parce qu'il y a certaines scènes où ça m'arrive assez souvent d'ailleurs parce que
En fait, il y a certaines scènes, ouais, ça c'est cool. Ah, il y a du travail, il y a du gros travail de couleur. Alors du coup, moi, j'ai hâte de voir. Alors j'essaie de les présenter de manière à ce qu'il y ait moins de reflets, hein, tu m'excuseras. Ouais, De voir ça en noir et blanc. ouais. Ouais, Mhm. vraiment. Mais effectivement, il y a un super travail. Il y a un super travail sur les ambiances, sur les couleurs, Ouais, sur les ombres. ouais, c'est Ouais, vraiment cool, hein. il y a un Ouais, ouais. très beau travail de couleur. Mm. Bravo Stéphane. Bravo Merci franchement Stéphane surtout pour tout ce boulot. pour tout le travail. Je reprends le fil de mes questions. Donc du coup, je disais que les versions en couleur, hop, je le remets sur le présentoir pour que les gens le voient. Les versions en noir et blanc, ils sortent, tu disais ça au mois d'octobre. Ouais, Donc du coup, en octobre prochain, il y aura le tome 3. exactement. Ouais. Ouais, ça c'est cool. Euh, Est-ce que c'est un surcroît de travail ou est-ce que globalement ça en demande pas tant que ça? Là, les versions noir et blanc, non, parce que en fait, on va soit piocher dans des recherches qu'on a fait au préalable en préparation en fait des albums. Là, sur le tome 2, j'ai refait quelques dessins en fait parce que il y a des personnages qui ont un peu changé en fait entre les toutes premières recherches que j'avais fait vraiment aux origines du projet. Par exemple, le révérend avait pas tout à fait cette tête-là. Et du coup, il s'est affiné surtout petit à petit. Et donc, j'avais refait des dessins en fait où il correspondait plus à sa forme définitive, on va dire, mais qui était en tout cas en forme crayonnée. Il y a quelques petits dessins comme ça, et puis surtout, j'ai fait l'illustration de toute la famille Graph pour le tome 2 pour la version noir et blanc, parce que je voulais que le lecteur en fait ait une vision de de la famille d'Emily. Et puis il y a pas mal de personnages en fait qui m'intéresseraient de raconter leur histoire en fait. Michael par exemple est un personnage hyper intéressant sur tout ce qui s'est passé avant et tout ça avant qu'il rencontre Emily. Voilà. Je sais qu'en dédicace, il y a pas mal de gens qui me demandent pour ceux qui ont un album sur l'Indien. Ouais, ça fait partie d'une des questions, effectivement. Cet Indien, il est là, il est mystérieux. Depuis le début, c'est un peu une ombre, c'est un peu un ange gardien, Ouais. euh, un peu quelqu'un qui est là et qui a une raison d'être là aussi. Est-ce que, effectivement, est-ce que t'as pas, enfin, est-ce que tu as pensé à un univers en parallèle, du coup, de ces personnages-là? Bon, en tout cas, sur l'Indien, je connais son background, je sais d'où il vient, comment il est arrivé dans l'histoire. C'est-à-dire que pour chacun, en fait, j'essaye d'avoir. Le personnage sur lequel j'ai le plus travaillé, c'est Liberty, parce qu'il y a eu un moment où j'avais vraiment envie, en fait, de faire un album sur tout son parcours, en fait, avant qu'Emily arrive dans sa vie. Et puis d'avoir un deuxième en fait personnage féminin fort aussi, je trouvais ça chouette un peu en miroir en fait du parcours d'Emilie avec des histoires un peu différentes et sur une période aussi différente quoi. C'est de pouvoir aller de 1850 à 1880, c'est-à-dire de retourner un peu Ouais. sur justement la période du Old West et de raconter d'autres choses quoi. Donc il y a le projet est quasi, enfin, en tout cas, il est imaginé. J'ai écrit pas mal de choses, mais voilà, pour l'instant, je suis pas vraiment, je sais pas si vraiment ça se fera tout de suite ou pas. Euh, Mais c'est dans ta tête, quoi. ouais, c'est D'avoir ça. un préquel, quoi, en fait. Ouais, Une exactement. sorte de préquel. Mm. Euh, tu nous fais rapidement le. Alors, sinon, une dernière question Mhm. sur la série de manière globale. Là, c'est le tome 2. On Ouais, est d'accord? Là, ici, on a la couve du tome 2 en noir et blanc. Tu ouais. passes combien de temps pour faire tes couves? Sur les couves couleurs, je pense qu'il faut une bonne semaine en fait pour réaliser une couverture couleur. Alors, dans la semaine, je comprends le crayonné, l'ancrage. Ouais, l'ensemble du travail. Euh, voilà, l'ensemble du travail, ouais. Mais je pense qu'il faut une semaine, voire un peu plus, pour réaliser une couverture comme ça.
Sur la version noir et blanc, il faut un peu moins de temps parce que c'est du lavis, donc il y a un peu moins d'étapes en fait. Et puis il n'y a pas l'appréhension de la couleur parce que en fait moi je fais très quasiment pas de couleur directe. Donc à chaque fois que je reprends mes grands formats et que je me dis bon allez, là tu vas faire une semaine, enfin 3 4 jours d'acrylique alors que tu n'en as pas fait depuis combien de mois déjà? Donc ça souvent il y a quelques belles sueurs froides avant de commencer. Je sais que sur la couverture par exemple du tome 4, j'avais commencé à faire le ciel qui est derrière Emily. Ouais, Et sauf que en fait, c'était pas vraiment le résultat que je voulais avoir. Donc il a fallu que je repasse Alors soit je recommençais, ça m'est déjà arrivé hein, sur le premier tome de l'Avenin. J'ai fait une première version de la couverture que j'ai déchirée et que j'ai mis à la poubelle et j'ai recommencé. Et voilà. Mais la toute première, en fait, j'arrivais pas à obtenir en fait ces tons jaunes super puissants parce que j'avais commencé à mettre une sorte de sous-couche et du coup l'acrylique arrivait plus en fait à se rehausser en termes de lumière et tout d'accord. s'enterrait en fait petit à petit. Et plus je rajoutais de couches et plus ça s'enterrait. Donc j'ai fait bon, allez, c'est bon, on va Laisse tomber. recommencer à zéro, on va refaire. Et sur le tome 4, il y avait un tel boulot en fait parce que en fait j'ai fait tout le détourage du personnage tout à la mano en fait. C'est-à-dire, j'ai pas fait de cache, donc je faisais tout au pinceau en détourant au maximum en étant le plus proche des lignes d'Emily. Et comme je m'étais planté justement sur le fond, il a fallu que je repasse des couches et des couches pour obtenir en fait vraiment les teintes que je voulais. Parce que je voulais un soleil, enfin je voulais que le soleil soit un peu chaud, mais en même temps que ça ait plutôt des teintes un peu hivernales. Et je voulais vraiment trouver une sorte d'entre-deux en fait, un soleil d'aube, mais en même temps un peu chaud, mais pas trop. Donc voilà, il a vraiment fallu que je rebosse. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Voilà, ça arrive des fois. Est-ce que la grande poutrelle, c'est un hommage un peu à toutes les photos en noir et blanc qu'on voyait, qu'on voit où il y a Ouais, l'Empire State les, Building et tout ouais, ça, ouais. l'Empire State Building. Ouais. Ça, Oui, c'est oui, un bah peu un oui. hommage là-dessus. Ouais, ouais, ça c'est clair. Voilà, elles sont sublimes, mais en même temps, ces photos. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et il y en a même des plus anciennes, j'en avais trouvé parce que je cherchais justement des éléments graphiques pour, par exemple, le palan qui est juste derrière elle. Ouais. Garde-le près de toi, ça sera plus facile. Et du coup, je cherchais un peu des photos avec des palans comme ça et j'ai trouvé en fait des sortes de palans énormes avec lesquels ils montaient carrément les poutrelles en acier. Et il y a un mec qui est pendu dessus en fait et la photo elle est juste sublime. Donc je voulais qu'il y ait un peu ça, voilà, sans Ouais, être non plus dans le parce que dans la avec copie. ouais, puis la série Giant a déjà fait pas mal d'hommages à ce type de couverture, donc je voulais aussi être parce que moi ça se passe un peu avant quand même, parce que lui Hmm. ça doit commencer en 1910-12, un truc comme ça, je sais pas exactement, je sais plus exactement. Ah, je sais plus. Je pourrais te le Et- dire, je les ai, ouais, je sais plus où ils sont. là il Mais bon. continue et il doit être dans les années 30, je pense, ou Ouais. 40. Ça sort bientôt là. Ouais, Ça sort là bientôt. D'ailleurs, le Harlem, ouais. c'est magnifique Ouais, c'est aussi. un, c'est un auteur que je suis, ouais, j'aime bien moi, voir ses publications. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'il fait de l'ancrage sur palette et ça se voit pas du tout, quoi. Enfin, vraiment, son dessin, il y a un truc qui est vraiment. Il y a des super outils et puis son dessin est vraiment super beau, quoi. Ouais. Voilà. Il est vraiment très très bon aussi. Je suis totalement d'accord. C'est l'histoire en plus. Ces histoires sont simples, sont très simples. Ouais. Euh, Tu nous fais le pitch du cinquième tome? Du quatrième tome, pardon. Quatrième. Non, je vais pas faire le pitch du 5. Non, cinquième, non. Ouais, ouais, non, on Le aura pitch essayé. Non, du mais... 5, alors sans avoir raconté les les trois premiers, non, c'est ouais, c'est compliqué. C'est peut-être compliqué. T'as raison. ça va être un peu compliqué, ouais. Alors après, Euh, ça commence, Emily est arrivée à New York à la fin du tome 3. Donc l'ouverture en fait du tome 4, on est à New York et elle a trouvé une place de danseuse dans un cabaret, enfin, dans une grande revue en fait qui était très connue à l'époque.
voilà, parce qu'il y a une des danseuses qui est partie avec un beau cow-boy. Voilà. Et donc, du coup, elle a réussi à prendre sa place. Et, euh, et voilà. Et donc, on se demande pourquoi et qui elle veut approcher maintenant. Voilà, c'est ça, et on va rester là, c'est très bien, pas besoin d'en dire plus. Euh, alors, dans ce tome-là, pour ma part, moi je trouve qu'il y a encore plus, alors il y en a à chaque fois des rebondissements, mais il y en a encore plus dans ce tome-là. Ouais, Peut-être parce que aussi on s'approche de la fin et qu'il y a ouais. besoin d'intensifier un petit peu le sujet. C'était voulu dès le début de l'histoire que ce tome ça fasse un peu, enfin bouleverse un peu le truc ou pas? Alors, c'était voulu et en même temps, j'ai ajouté quand même quelques révélations que je voulais garder pour le tome 5. Mais je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir des premières révélations en fait au tome 4 pour, euh, pour vraiment rebondir en fait et puis surtout de pas avoir d'un coup le tome 5 avec alors il y aura pas mal de révélations et voilà il y a encore sur le cinquième et dernier tome mais je voulais pas qu'il y en ait trop en fait donc le fait de diluer un peu les premières révélations de savoir qui est qui comment tout ça fonctionne je trouvais ça intéressant en fait d'en avoir sur ce tome là euh, parce que en termes d'action par rapport aux autres il y en a un peu moins en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a, il y Ouais. a- il y a- il y a des révélations, il y a moins d'action. Quand il y en a, ça explose un peu, mais voilà. Mais sinon, donc c'était aussi pour avoir, pour, euh, pour que le récit soit toujours aussi appétissant, quoi. T'es comme un chef qui refait un plat et qui se dit qu'est-ce que je vais lui apporter de plus parce que il faut continuer en fait à créer l'envie chez le lecteur, quoi. Tu vois, d'un coup de le piquer un peu au vif en disant hey, tu te souviens de ça? Eh ben Voilà. non. Eh ben non. Il faut que tu relises les trois premiers C'est ça d'abord. maintenant. Relis parce que là, il y a un truc que t'as pas dû comprendre. Ou Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant en fait. Et puis, moi, je l'ai relu quand je l'ai reçu parce que j'aime bien, quand je les reçois en album, pouvoir le lire une fois qu'il est fabriqué. Parce qu'on a une lecture qui est vraiment différente quand on lit en JPEG ou en PDF. Enfin, moi, je sais que j'y arrive pas vraiment. Mais voilà. Mais en tout cas, quand je le reçois en album, j'essaye de voir si ce que j'ai voulu mettre et la densité et l'intensité dramatique que je voulais créer, est-ce qu'elle y est vraiment ou est-ce que je me suis un peu raté, quoi. Et donc, je fais toujours une relecture assez rapide parce que c'est vrai que les pages, je les connais un peu par cœur. Mais là, j'ai été surpris parce que celui-là est vraiment très dense, en fait. Et, Hmm. ça, je trouvais ça cool que d'un coup celui-là, parce que le premier, ça m'a été un peu reproché d'ailleurs en disant oui, le premier est très codifié, on est vraiment dans le classique du western quand même. Et il ne se passe pas grand-chose en plus. Et, sauf que le premier, en fait, c'est vraiment un premier tome d'installation. Et il y a Bah, ouais. tellement de choses en fait à mettre en place, nouveaux personnages. D'un coup, on n'est pas dans les moultes reprises que fait la bande dessinée ces derniers temps. On est dans une vraie création. Et donc, du coup, tu es obligé de remettre, enfin, d'injecter ton lecteur dans l'univers. Donc, Hmm. il faut qu'il comprenne qui est qui, comment ça fonctionne. Et surtout, je voulais que le premier tome soit assez léger et soit limite très classique. En fait, je voulais un western très classique, un peu pour être rassurant, je pense. Parce que je trouve ça intéressant que, comme la scène, par exemple, où Emily arrive à Silver Creek, elle ressemble beaucoup en fait à la scène qu'il y avait dans Il était une fois dans l'Ouest avec l'arrivée de Jill. Et alors d'une, c'était un hommage, et de deux, ça permet en fait de mettre les gens dans une ambiance, c'est-à-dire que ton récit d'un coup, et ça c'est une discussion qu'on a eu pas mal avec Fabien Nury et Xavier Dorizon, on avait bossé sur Juin 40. En fait, quand tu fais ce genre de truc, que tu fais appel à la mémoire collective, c'est que d'un coup, en fait, tu agrandis ton propre récit avec Hmm. la mémoire collective. Et donc, tu fais quelques plans comme ça, et d'un coup,
les gens, ils ont la musique, ils ont le goût de la poussière dans la bouche, et c'est ça qu'on a envie en fait. Enfin, tu vois, quand on fait ce genre de récit, on a envie qu'il y ait tout ça, qui est vraiment que d'un coup tout ça s'anime et que ça aille au-delà en fait, que d'un coup on pense peinture, qu'il y ait des films qu'on ait des références à certains films, qu'on ait des envies de musique, de se mettre un album en lisant la bande dessinée, quoi. Voilà, donc il y a un peu tout ça. Ouais, et puis c'est normal aussi que le premier tome soit un tome d'installation. Enfin, sur une Ouais, série, il y a une logique, quoi. ouais, c'est ça. Euh, enfin, bon. Euh, Après, il y a quand même pas mal d'actions. T'as choisi volontairement de faire beaucoup de sauts dans le temps au fur et à mesure dans chaque album. Ouais, De pas faire une histoire qui était linéaire, justement de venir la balayer avec des allers-retours. ouais. Alors C'était pour donner du j'essaye. dynamisme. En fait, au-delà de ça, alors je pense que c'est un peu une manière propre de construire les histoires. J'avais fait un peu ça avec Cellule Poison de manière beaucoup plus complexe, où là j'avais carrément créé un puzzle que j'avais remodelé 5-10 fois avant d'avoir la structure définitive. Mais là, les flashbacks, ça permet en fait de toucher au cœur en fait celui qui lit. C'est-à-dire que d'un coup, tu vas lui donner en fait de l'émotion avec ce qu'a vécu le personnage. Donc du coup, en fait, l'empathie, tu augmentes l'empathie en fait pour le personnage. Et je trouve que si tu l'as pas, en fait, il y a un moment où tu risques de désintéresser du personnage. Moi, je sais que j'avais vécu ça, par exemple, avec les deux premiers tomes de Undertaker. Parce que d'un coup, j'avais plus assez on me donnait pas de clé du personnage. Et au bout d'un moment, en fait, quand le personnage a pas de background, du coup, tu te dis, ouais, il est un peu vide, en fait. Et quand ça commence à arriver, tu fais, ah ouais, ouais, ça peut être cool, quoi. Voilà. Enfin, j'ai des billes pour moi me faire mon image propre, en fait, du personnage de l'histoire que je suis en train de lire, quoi. Parce qu'il faut que les gens s'approprient, en fait, le personnage. Et je trouve que le flashback, en tout cas pour moi, il est hyper important, quoi. Puis j'aime bien, ça c'est un travail que j'avais fait justement déjà à l'époque avec Cellule Poison, l'effet miroir en fait. Euh, c'est-à-dire que soit la scène précédente, soit la scène suivante, elle est en miroir, en écho avec ce qu'a vécu le personnage. Et donc du coup, en fait, tu vas d'une donner des clés et de deux accroître l'effet de la scène précédente ou de la scène suivante, quoi. Et si jamais tu relis le récit et que tu as en tête le flashback, du coup, tu vas dire, ah ouais, attends, voilà. D'un coup, je vis un truc qui est plus intense que ce que j'aurais vécu si j'avais pas eu ces clés-là, quoi. Voilà. Ça apporte de la profondeur aussi, Exactement. effectivement, au personnage. Mickey, il dit, les flashbacks sont bien sentis, comme une pause dans l'intensité de l'action présente. Cool. Voilà, Merci. très bien. Merci, Mickey. Mais Euh, pareil, j'essaye vraiment de les distiller, en fait, de vraiment réfléchir la place qu'ils ont, la longueur qu'ils ont. Même des fois, en fait, c'est-à-dire que sur les scènes de flashback, je pourrais facilement en faire 6-8 pages, en fait. Et j'essaie de réduire entre 2 et 4 et de vraiment garder le ferment de ce que je veux raconter avec ce flashback et de pas m'étaler, en fait, parce que c'est pas le moment. Parce que sinon, en plus, on va perdre le fil rouge, en fait. Et si on perd le fil de l'histoire, alors, je pense que pour des gens qui n'ont pas l'habitude de lire ce type de récit, des fois, ça leur complique un peu la lecture. Je sais que j'ai eu des retours comme ça de lecteurs de bandes dessinées très, très classiques qui me disaient, oh là là, il y a trop de flashbacks, je suis un peu perdu. Et, euh, mais j'essaie justement que ce soit le plus court possible pour que ce soit intéressant, que ça fasse de l'écho et qu'en même temps, on ne perde pas le fil général, quoi. Voilà. ouais, donc faut bien le doser pour que ça Ouais, apporte réellement l'importance que tu souhaites donner toi à ton personnage exactement, ouais. et pour qu'on puisse bien le gérer. Dans dans une année pour faire ta bande dessinée, est-ce que tu sais à peu près chiffrer en termes de temps combien de temps tu passes il me semble que j'ai trouvé ça quelque part, enfin qu'on a Ouais, trouvé ça quelque part. oui, ouais, Le je temps que l'avais tu noté parce passes. que je trouve ça intéressant en fait de montrer Ouais. aussi
la masse de travail que ça comprend. Mais C'est ça. et puis de savoir comment c'est découpé en fait. Alors on fait pas toutes les étapes de manière aussi simple que décrite, mais parce que souvent c'est des allers-retours. En fait, moi je sais que souvent quand je suis à la réalisation des pages, je fais 10 pages de crayonné, 10 pages d'ancrage, 10 pages de crayonné, 10 pages d'ancrage. Et Ouais. ça permet d'alterner en fait. Ça m'est arrivé parfois de faire tous les crayonnés et d'attaquer l'ancrage. Et en fait, on se retrouve avec des crayonnés qui ont plusieurs mois. Et en fait, notre dessin a quand même légèrement progressé. Et là, tu as envie de tout foutre à la poubelle et de recommencer à zéro. Donc, et puis surtout, tu as perdu, en fait, je pense que tu as perdu ce qui faisait l'envie de cette page. Et donc, il faut que tu arrives à réactiver cette envie que tu avais et puis d'oublier, en fait, les défauts du dessin, mais de retrouver, en fait, parce que je pense que ce qui est intéressant dans la bande dessinée, c'est que il y a un côté en même temps très artisanal et en même temps très spontané, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi c'est de l'écriture, c'est-à-dire qu'il faut que ton dessin, il exprime il exprime aussi le sentiment que tu veux poser sur la page, quoi. C'est pas uniquement les cadrages, les, les expressions de visage des personnages, mais vraiment le trait aussi doit être dans une dynamique en fait. Donc il faut que tu arrives à te mettre dans un mood particulier quand tu dessines telle ou telle page, quoi. C'est-à-dire qu'il faut limite que tu sois en totale empathie avec ce qui se déroule dans la page pour aussi l'exprimer avec le trait. En tout cas, c'est une espèce de quête. Alors, c'est peut-être une quête personnelle, mais je pense qu'il y a pas mal d'auteurs qui en parlent et je pense que ça fait partie de notre travail, quoi. Parce que je pense que rien qu'avec le trait, en fait, tu peux activer aussi des choses dans le cerveau du lecteur, quoi. Et je sais pas à quoi c'est dû. C'est limite la partie la plus mystique du travail. C'est qu'à un moment, à quel point un trait, la manière dont il est posé, comment il va d'un coup te faire pleurer, quoi. Au-delà de ce que ça raconte. Mais c'est que d'un coup, le dessin, le Tu pur le prends au trait, trip. va créer une émotion en fait en toi, la manière dont il est posé sur le papier, dont il ondule, enfin je sais pas. Donc ouais. Du coup, Donc après c'est il y a Alex en ligne qui demande est-ce que tu serais plus un insatisfait ou plus un perfectionniste, pardon, excuse-moi. euh, je suis pas un perfectionniste parce que en fait moi j'ai toujours pensé que la page d'après serait carrément mieux que celle d'avant. Donc du coup ça m'évite d'ailleurs de balancer tout mon Ton travail travail. et de le conserver quand même un peu. Je sais que entre l'adolescence et le début de l'âge adulte, j'avais plutôt tendance à être très insatisfait et donc je déchirais beaucoup, je brûlais beaucoup des dessins que je faisais. Ce que je regrette aujourd'hui parce que j'ai perdu quand même pas mal de trucs et il y a des fois je me dis ah, j'aimerais bien quand même les revoir pour voir un peu ce que ça valait et puis pour le charme du moment, quoi. Plus pour l'histoire, Et, quoi. Ouais. ouais, c'est ça. Et mais aujourd'hui, ouais, j'essaye plutôt d'être, enfin, depuis toujours, depuis que j'ai commencé la bande dessinée en pro, en fait, je regarde toujours ce que je suis en train de faire et ce que je vais faire, en fait. Et je vais pas regarder. Alors des fois, je relis des albums en me disant ouais, c'est vrai, ils auraient dû être vachement mieux dessinés. Mais à l'époque, c'est juste que j'étais pas capable de mieux dessiner, en fait. Et c'est aussi, je pense que le perfectionnisme, il est plutôt dans le chemin, en fait. C'est essayer de se perfectionner un peu plus chaque jour et d'arriver de mieux en mieux à produire ce que notre cerveau nous donne comme image, quoi. Parce que souvent, on a l'idée du dessin et ce dont on est capable de faire, quoi. Et on peut pas aller plus loin, enfin, on peut aller plus loin, mais petit à petit, en cheminant, quoi, en faisant et en refaisant. Mais moi, j'évite de refaire parce que je trouve que c'est un piège. C'est-à-dire, si par exemple, arrivé à la page 15, je trouve que la page 1 est nulle et que je recommence, la page 2 sera jamais au niveau de la 1 que je viens de refaire. Donc, du coup, c'est C'est un une sorte cercle de. vicieux, quoi. Ouais. Non, mais c'est un cercle vicieux, tu deviens fou. C'est-à-dire que
c'est arrivé à un certain dessinateur justement qui recommençait en disant ah quand même cette page elle est nulle, tu la refais. Mais évidemment tu vas la faire mieux parce qu'entre-temps t'as cheminé quoi. Donc voilà. Donc on évite de refaire. Il y a Lily qui est en ligne, qui écrit ce que le texte ne peut pas faire. Parfois avec le graphique, le graphisme et le dessin, on arrive à l'exprimer quoi finalement. Ou Ouais, c'est un complément en fait, peut-être aussi. ouais. C'est vrai que moi j'arrive pas à départir les deux en fait parce que je pense que pour moi qui fais de la bande dessinée, enfin pour nous tous qui faisons de la bande dessinée, je pense que le texte sans le dessin en fait, c'est-à-dire que moi je suis pas un dessinateur fou, c'est-à-dire que je dessine pas tout le temps et en fait je dessine uniquement pour faire de la bande dessinée. C'est-à-dire, si j'ai un projet de bande dessinée, si j'ai envie de raconter une histoire, je vais me mettre à dessiner. Mais par exemple, je n'ai pas de carnet de croquis, je ne fais pas ce genre de trucs. Ça m'intéresse pas en fait. Et parce qu'il faut vraiment que ce soit une envie d'histoire qui me donne envie de dessiner. Et même des fois, en fait, l'envie d'histoire, je pourrais ne pas avoir envie de dessiner en fait. Et je pense que la première volonté qu'il y a eu, et j'ai le dessin, donc je dessine, mais je pense que la première volonté, c'était vraiment de raconter des histoires et surtout de créer des personnages, quoi. Enfin, c'est vraiment ça le premier moteur. Et voilà. Donc c'est un peu compliqué, ouais. Est-ce que À séparer est-ce, tout ça. est-ce que du coup, tu as déjà envisagé d'écrire des histoires sans texte? Ou est-ce que ça te semble aujourd'hui, hein, pour toi, pas le moyen que toi tu as ou que tu souhaites pour exprimer tes histoires? Bah, moi, je trouve que le texte est important, en fait. Et j'ai j'ai lu des histoires sans texte en bande dessinée qui m'ont vraiment touché et que j'ai trouvé intéressantes. Euh, mais je me suis toujours dit au fond de moi, en fait, elle serait vachement mieux s'il y S'il avait y avait un quelques tout, textes. ouais, un tout petit peu, en fait. Et parce que je trouve que parce que c'est l'écho en fait entre les deux qui crée aussi des sentiments. Tu peux avoir un fond rouge et un mot et tu peux changer le mot et t'auras pas le même résultat en fait. Et c'est justement le travail entre les deux en fait qui se fait entre les deux, l'espèce de question-réponse entre l'image et le texte qui peuvent être décollés. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que au tout début de ma carrière, quand je commençais à écrire mes premiers albums, en fait, j'écrivais pas de scénario. Ça, je commençais et je faisais du storyboard pur en disant ils vont dire ça à peu près, tac tac, et après je remplissais les bulles, quoi. Voilà. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était un peu creux parce que j'avais pas fait ce travail-là du texte et du dialogue autonome, en fait. C'est-à-dire que le texte peut être autonome et l'image peut raconter autre chose. Et c'est justement l'aller-retour entre les deux qui va créer l'intérêt, en fait, pour la lecture, quoi, et pour l'histoire. Et donc maintenant, j'essaye vraiment, quand j'écris mes scénarios, euh, j'essaye vraiment, en fait, de pas du tout, ou très peu, ou en tout cas le moins impossible, imaginer comment je vais monter tout ça. Et que le dessinateur se mette un peu en retrait, et comme si je l'écrivais en fait pour quelqu'un d'autre, et que à aucun moment je me disais non, en fait je vais essayer de manier mes dialogues pour que ça rentre, parce que j'ai envie de telle case. Alors ça, je le fais après quand je fais du storyboard. Là, d'un coup, le dessinateur prend le pouvoir et dit attends, c'est quoi ce scénario de merde que tu as écrit quand même, c'est pas possible. Ça rentre pas, je te dis que ça rentre pas. Voilà. Mais sinon, ouais, bref, donc sur le truc de la BD sans parole, je sais pas si je serais capable d'en faire en tout cas. Voilà. D'accord. Et, Toi, tu as besoin des deux. Tu as besoin dans ton fonctionnement ou dans la façon dont tu imagines tes histoires qu'il y ait aussi bien le texte que le dessin, parce que les deux ouais, vont ensemble. ouais. T'as lu Le Dernier Souffle, du coup, ou pas? Oui, ouais, qui est très bien, c'est très très chouette, ouais. Et il pourrait y avoir des dialogues. Il pourrait y avoir des dialogues, ça pourrait être sympa. J'adore. Mais en tout cas, graphiquement, c'est juste sublime, mais on se laisse emporter par le récit, quoi. C'est-à-dire que ça Ouais. fonctionne. Mais si moi, par exemple, il m'avait confié le projet, j'aurais rajouté un peu de dialogue.
ou du texte off, tu vois. Ouais. Parce que ça, je trouve ça intéressant aussi d'avoir un récitatif. Moi, par exemple, quand j'ai écrit la raison pour laquelle j'ai signé Face au mur, quand j'ai signé chez Casterman, mon éditeur Martin Zeller à l'époque, je lui ai envoyé uniquement la voix off de mon récit et pas de page, parce que j'avais pas encore trouvé la manière dont j'allais le traiter graphiquement. Et je lui ai dit, écoute, j'ai pas de page, je sais pas comment je vais le faire encore, c'est pas assez mûr en moi pour pouvoir proposer autre chose, mais lis ça. Et il me l'a signé sur cette base-là en me disant, écoute, ton récitatif, il est tellement puissant que du coup, je te signe le projet parce que je sais que derrière, ça va. Enfin, en plus, j'avais fait mes preuves graphiquement avec les albums avant. Mais il m'a dit, en tout cas, juste le récitatif, il nous happe, en fait. Et c'est ce que je voulais avoir, en fait. C'est-à-dire que d'un coup, parce que sur ce projet-là, je voulais vraiment arriver à choper la musique du gars que j'avais en face de moi et en même temps d'y injecter toute la pensée, la réflexion que moi j'avais eue par rapport à son parcours ou sa trajectoire. Et je voulais que ce soit un mix en fait de nos deux têtes quoi, qui soient là dans le récitatif. Et donc je trouvais ça hyper important et donc ça a été une grosse phase d'écriture en fait pour obtenir ce résultat. Et ouais, pareil, ça permet vraiment de. C'est comme si on se disait, ben tiens, un roman, on n'est pas dans la tête du gars et on voit uniquement ses actions. Wow. Et, euh, et ben je pense qu'il y a beaucoup de romans où il manquerait quelque chose quand même. Ça manque de fond, quoi. Ouais, Ouais, comprendre, c'est bien de comprendre ou au moins de savoir ce qu'il pense ou d'imaginer ce qu'il pense, du coup. Effectivement, je exactement. suis Ouais. d'accord avec toi. Mm. Euh, du coup, juste pour revenir au temps le temps que tu passes, parce que du coup, je crois qu'on n'a pas répondu. Ouais. Oui, j'ai pas J'essaye de le répondu, faire. ouais, je suis désolé. Non, non, mais c'est pas grave parce qu'on est parti sur autre chose. Donc moi, ça me gêne Oui, pas hein, ouais, qu'on ouais. divague pour revenir. C'est pas un problème. On a le temps, donc c'est cool. Tu dis que en gros, un mois et demi, hein, c'est sur Instagram, t'as posté ça. Un mois et Ouais, demi pour écrire le déroulé, puis le scénario découpé, mm, dialogué, à ouais, peu près. ouais. 2 mois et demi pour le storyboard. Mm, En affinant avec documentation, décor et tout ça, hein, c'est ce que tu expliques. c'est Environ ça. 3 mois pour le crayonner, une page par jour à peu près, Mm, c'est c'est ça. ça. Et Ouais, 4 mois pour l'ancrage. ouais, Et une semaine pour la couverture, tu l'as dit tout à l'heure. c'est ça. Et après, pour placer sur ordi les textes définitifs, 2 semaines. Oui. Euh, Ça, c'est du bah ouais, photographe graphiste, donc ouais, ouais, c'est ça. c'est pour expliquer en fait l'année qu'il faut pour réaliser un album, quoi. C'est que en fait, il y a tellement de phases de création et en plus à chaque phase, il faut réimaginer en fait les choses, c'est reprendre la matière, se remettre dans le mood. Euh, quand moi quand j'imprime mon scénario, il me faut déjà plusieurs lectures pour me remettre en fait en marche en tant que storyboarder, dessinateur, quoi. Il faut que je me réapproprie les choses. Il faut que d'un coup je me mette à imaginer comment je vais découper tout ça, comment je vais cadrer, quel type de composition je vais utiliser pour les pages. Euh, et en plus sur l'avenant, je fais un gros travail sur la compo, même s'il y a il y a des récurrences en fait, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de faire des récurrences, d'avoir par exemple des types de cadrage, parce qu'on est soit dans le même type d'ambiance, et ça permet de faire une sorte de pont en fait entre le tome 2 et le tome 4 Hmm. visuellement, de reprendre en fait une manière de cadrer et de raconter. Euh, et donc, ouais, à chaque phase, ouais, c'est quand même relativement long, quoi. Alors là, j'essaye un peu de compresser sur le tome 5 la partie écriture, parce que quand même, l'histoire, elle commençait à être relativement définitive depuis pas mal de temps, même si j'ai eu mes petits soucis de fin en Oui, dernière que minute. tu as exprimé tout à l'heure, ouais. C'est ça. Mais sinon, sinon, ouais, j'essaye que ce soit un peu plus court parce que je voudrais d'avoir vraiment du temps sur les pages. Parce que normalement, bah sur le tome 5 il y aura 62 pages de bande dessinée.
pleine. Donc en fait, j'évacue les carnets pour justement avoir que des pages de bande dessinée parce que le récit est un peu plus épais que d'habitude. Et en plus, normalement, je dois faire une version alternative avec Samuel de la librairie Bulle. Voilà. Donc, C'est cool ça. il y aura peut-être quelques pages en plus à réaliser pour faire soit une fin alternative ou en tout cas d'avoir un autre bout de récit qui permette de faire un peu écho à tout ça et puis finir de manière un peu différente cette série. Donc, voilà. Encore pas mal de travail. Encore pas mal de travail. Tu as commencé le tome 5, tu as dit il y a 3 mois maintenant, à peu près, 3-4 mois, c'est Ouais, ça? octobre, ouais, Octobre? ouais, mi-octobre à peu près, ouais, Mi-octobre. j'ai rembrayé Euh, directement. En fait, j'ai fini la Venin 4 et j'ai embrayé directement sur le 5. ouais, tu t'es dit, j'ai quand même pris 3 semaines de vacances, maintenant il faut que j'y aille, quoi. Oui, c'est bon, ouais, Ouais. ouais, ça va. Ça va aller les Euh, vacances maintenant. euh, Juste une question sur ce tome-là. Tu fais donc il y a notre fameuse agence Pinkerton Mhm. tu les fais courir 2 lièvres à la fois. Ouais. Pourquoi 2 lièvres à la fois? Les Euh, pauvres. oui, c'est ça. Ben, en fait, je trouvais ça intéressant parce que le, le- sur le Wild Bunch avec Sundance et tout ça, je trouvais ça intéressant en fait qu'ils soient présents quand on les aperçoive un peu. Mais c'est vrai que ouais, je les malmène un peu, hein, les deux Pinkerton. Et en même temps, c'est des beaux Ouais, salauds, hein. carrément. Ils peuvent payer un peu quand même. Ouais. Voilà. Mais je trouvais ça rigolo, puis ça faisait un peu écho au film justement sur Sundance Kid. Je suis en train de chercher son nom là, il est parti comme C'est ça. pas grave. Et comment il s'appelle ce film d'ailleurs? Qui est un très beau film, qui se passe justement une partie à New York, avec Robert Redford et comment s'appelle-t-il? Ça reviendra tout à l'heure avec Robert Redford. Google. Google. Donc peut-être que fille fan de BD. Alors j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Fille fan de BD, elle nous accompagne sur tous les lives et à chaque fois on travaille sur la préparation ensemble. Et elle est là. C'est pour ça que de temps en temps je baisse la tête parce que je regarde les questions qui passent puisqu'elle me fait un background de toutes les Ah, c'est vrai questions. c'est ça, Butch Cassidy, exactement. Merci, Ouais, voilà. Xav. Merci Xav. Du coup c'est Xav là. Ouais. Et du coup, la question c'était, oui, pourquoi tu les fais courir là-dedans? Pourquoi tu les fais courir sur 2 lièvres à la fois? Juste parce Bah, que tu parce as envie que de les malmener un petit peu? c'était surtout aussi pour avoir des personnages réels qui apparaissent comme ça au fil du récit. Et le fait d'avoir Butch Cassidy et Sundance Kid et Ta Place qui sont là, je trouvais ça intéressant en fait, qui d'un coup ils réapparaissent parce qu'en fait on en parle de manière très légère. Et l'attaque de train, en fait, le braquage du train, Hmm. on en parle dans le tout premier tome, justement Ouais. par le Wild Bunch. Et c'est une des raisons en fait pour laquelle Tom Horn et Siringo en fait on les oblige à aller poursuivre Emily alors qu'ils allaient attraper justement le Wild Bunch. Et ça fait partie de l'histoire réelle en fait parce que Siringo a vraiment traqué le Sundance Kid et Butch Cassidy pendant des années sans jamais trop les attraper. Et donc c'était aussi pareil pour réinjecter du réalisme dans mon récit fictif, quoi. Voilà. Ok, impeccable. Euh, Tu dessines Émilie jeune, tu la dessines à l'âge adolescente, un peu plus, et à l'âge du récit. Tu pars, tu es parti pour ça de l'âge adulte ou de l'âge enfant? Bah, je suis parti de l'âge adulte en fait parce que le premier dessin de 2012 c'était Émilie. Alors c'était pas la version définitive d'Émilie parce qu'elle a un peu elle a un peu changé. Elle Un nous peu regarde, changé? elle est juste à côté. Tadam. Tadam, Elle est là, elle nous surveille. elle nous surveille. Attention. Dis pas de bêtises, hein, parce que Ouais, sinon, c'est ça. Et donc ouais, j'ai commencé plutôt par la version adulte.
Et puis après, j'ai commencé à croquer un peu j'avais pas trop d'ailleurs croqué l'entre-deux en fait. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup l'enfance et beaucoup l'âge adulte. Et, euh, et la plus grande complexité, en fait, c'est sur des âges intermédiaires, sur certaines scènes justement qui sont dans le tome 3 et 4, où justement elle est sur un âge intermédiaire, où là c'est un peu plus compliqué à la tenir en tout cas, à arriver justement à définir quel âge exactement elle a. Donc des fois, je mets carrément dans mon scénario, elle a tel âge, elle a tel âge, elle a tel flashback, pour essayer de me dire, il faut que tu te rappelles qu'elle est un peu plus jeune, mais elle n'est pas si loin que ça quand même de l'âge adulte, pour essayer que justement le personnage puisse évoluer doucement physiquement, quoi. Ouais, ce qui permet de garder la cohérence sur l'ensemble des tomes Ouais, et de se dire, bon, voilà, c'est logique, quoi. oui, c'est ça. Ouais, puis de pas perdre le lecteur, parce que des fois, si jamais elle fait d'un coup un peu plus âgée, qu'elle ressemble trop à l'âge adulte, ça peut créer en fait un peu de waouh, alors attends, Ouais. on On était est où, où là? là? Ouais, t'es obligé de revenir à la page avant pour savoir à quelle date. Donc ça, j'essaie d'éviter quoi. Voilà. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle façon tu travailles? Là, tu travailles chez toi, tu travailles dans un atelier et est-ce que tu as un rythme régulier ou est-ce que tu as une façon particulière de travailler en disant je commence toujours à telle heure, j'ai un rythme qui est toujours imposé de la même manière ou est-ce que Quasiment, c'est ouais. un quasiment? Quasiment, ouais. En fait, je travaille à la maison et depuis toujours, j'ai jamais travaillé en atelier, donc voilà. En fait, la plupart du temps, je travaille dans un silence religieux. Voilà, j'écoute des fois pas de musique du tout parce que c'est tellement intense ce qu'il y a là-dedans Mhm. qu'il n'y a pas besoin de musique. Ça a plutôt tendance à me perturber en fait quand je mets de la musique. Donc je travaille à la maison. J'ai une pièce dédiée en fait. J'ai un atelier, j'ai une grande pièce à la maison. L'avantage d'habiter en province et Bah oui. Bah ouais. d'avoir des maisons qui sont un peu où il y a de la place pour travailler. Et depuis toujours, en fait, plus depuis que les enfants sont arrivés, j'avais pas tout à fait les mêmes horaires avant qu'ils soient là. J'avais tendance plutôt à travailler, à grappiller sur la soirée et la nuit et à me lever un peu plus tard. Là, je me suis un peu calé par rapport à eux, mais en général, ouais, je commence vers 8h30 le matin et puis après, le, le soir, c'est ça s'arrête vers 19h, quoi. Voilà, à peu près. Donc là, j'ai pris un peu sur ton temps du coup. Bah, en fait, après, ça dépend. Il y a pas là où il n'y a pas de journée type, c'est que parfois, certaines phases, quand je fais du crayonné, certaines pages, en fait, je vais finir plus tôt. Sauf que tu n'as plus la moelle, en fait, d'attaquer une nouvelle page. Donc, tu vas faire autre chose, hein. Il y a toujours quelque chose à faire quand tu fais de la créa, mais il y a des fois où j'arrête ma journée en disant, bah, il est 5 heures du soir, j'ai fini, ou 4h30, et ben, je vais aller faire un tour ou je vais aller faire autre chose, quoi. Ça permet aussi et puis il y a même des jours où je me dis, il n'y a rien qui vient. Ça arrive pas trop souvent, heureusement, mais il y a des jours où le dessin vient pas, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, on se retrouve avec. Ça m'est arrivé des fois de m'acharner et de passer une journée entière à gommer la même case. Et en fait, t'attends une journée, le lendemain, tu l'as fait en 10 minutes. Voilà. Ouais, Donc, c'est t'as ça. perdu une journée à t'acharner à faire Ah, mais pourquoi? D'habitude, je sais faire. Et là, ouais, donc des fois, il vaut mieux descendre de son siège et puis aller faire un tour, aller lire un bouquin et regarder une série ou faire autre chose ou s'occuper des enfants, voilà, faire une Voilà. lessive. Ça te permet de passer à autre chose et quand tu reviens, c'est plus frais, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Et tu Ouais, trouves puis je le bon pense déclic. il y a vraiment aussi des phases intermédiaires. Je suis obligé souvent de faire une pause. Quand je viens de finir une grosse phase de scénario ou une grosse phase de storyboard, il y a toujours un moment où il faut 2, 3 jours pour faire laisser déjà décanter un peu et puis pouvoir aussi relire avec un œil neuf l'ensemble du scénar ou l'ensemble du storyboard en disant ah tiens là ce dialogue il est pas très bien, je vais peut-être le rebosser. Telle case je la vire parce que d'un coup elle est pas très intéressante ou je peux peut-être essayer
d'un coup c'est deux cases en faire qu'une ou justement cette case-là elle raconte rien, je vais en faire deux ou trois parce que d'un coup il faut retrouver du rythme. Mais le problème c'est quand on est trop dedans en fait à un moment on n'a plus le recul suffisant pour euh, pour le voir quoi. Voilà. Alors heureusement il y a quand tu as un bon éditeur ou une bonne éditrice comme j'ai actuellement, ils sont toujours là pour passer un coup de fil en disant tu n'auras pas Là, raté quelque chose dans cette page de storyboard? Parce que des oups. fois, en fait, on oublie en fait ce que je disais tout à l'heure sur la volonté première, en fait, sur ce qu'on a raconté avec envie la première fois, et puis d'un coup, on s'est laissé prendre par d'autres choses et d'autres envies, et tu vas oublier en fait ce qui était important dans ta page. Ça m'est arrivé des fois dans des projets carrément de me dire une fois que l'album est sorti, ah merde, mais j'avais un super chapitre, je l'ai jamais écrit et, et je l'avais un peu oublié. Et tu dis bon, bah c'est trop tard. Ouais, non, non. C'est comme ça. C'est Ce comme serait ça. l'objet d'une réédition. Euh, Exactement. Une version augmentée, le une final version cut. augmentée, voilà. En fait, faut que tu le fasses exprès pour proposer une version augmentée à tes éditeurs Ouais, c'est après. ça. Ah, au fait, j'avais deux, trois chapitres. Je suis sûr que ça pourrait le faire. Euh, Ton album, le premier tome vient d'être traduit en danois. Mhm. Qu'est-ce que ça t'a fait quand en danois? Ouais, je trouve ça drôle. Moi, c'est assez étrange, hein, ça d'ailleurs. C'est jamais des très gros tirages, mais je trouve ça intéressant que nos créations puissent être découvertes par d'autres lecteurs, d'autres pays, d'autres langues. Je trouve ça chouette. En général, les néerlandophones, c'est assez récurrent qu'il y ait des enfin, qu'il y ait, la, la, la version pour leur pays. Mais ouais, les versions danoises, je sais que sur Juin 40, par exemple, on avait eu la version serbe, tu vois. Tu dis, bon, ok, version serbe, très bien, Ah, parfait. pourquoi pas? Oui, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que c'est assez surprenant, surtout qu'en général, les gens qui bossent aux ventes de droits et tout ça, on découvre souvent un peu l'album une fois qu'il est fait. Enfin, ils nous en informent hein, un peu avant, mais c'est le genre d'info enfin, ça m'est arrivé des fois qu'on me dit, ah tiens, il y a la version espagnole qui va sortir. Ah bon? Puis en fait, j'avais complètement zappé, puis d'un coup, tu reçois les albums, tu fais, ah, c'est cool! Ouais, Il y a c'est une bien. version espagnole. Il y a d'autres langues enfin, il y a d'autres pays qui ont racheté les droits? Bah, ouais, il est traduit en version flamande, en allemand, et je crois qu'il y en a encore un autre, mais je ne sais plus. Voilà, je retiens pas tout. Ah, mais Je ok, reçois, voilà, mais oui, c'est déjà pas mal, hein, c'est cool. bah, c'est bien. Ouais. Après, Ça j'aurais veut envie dire, d'avoir une version américaine, mais ça, ça va ça être un peu serait cool. compliqué. Eh, Ouais, ça serait ça cool. serait Ouais, cool, sérieux. ouais, carrément. Ça serait Je bien, sais- ouais, justement, d'être lu par des lecteurs américains, même d'avoir des retours, tu vois, en disant. Voilà. Moi, je sais que par exemple, quand j'avais bossé sur Cellule Poison, j'avais eu des retours de flics et qui me disaient, ouais, c'était qui ta source? C'est-à-dire. Et je faisais, c'est juste un travail de fiction. Et ils me disaient, ah non, mais C'est c'est pas c'est- possible. c'est- c'est super réaliste, en fait. Et j'étais là, waouh, merci. Merci. Ouais, c'est ça. Et là, d'un coup, tu te dis, bon, ben, ouais, j'étais dans la bonne dynamique et j'ai compris comment ça fonctionnait, quoi. Et donc ça, c'est plutôt chouette d'avoir ce genre de retour, parce que c'est vrai que tu sais jamais, en fait. C'est un peu l'avantage, d'ailleurs, quand tu vas en festival et de pouvoir discuter avec des lecteurs, c'est d'avoir leur ressenti, en fait, et de savoir ce qu'ils ont pensé de ton récit, même en mal, hein, des fois, hein, tu vois, en disant, ah là, quand même, cette scène, elle est un peu... Et là, des fois, tu te dis, ouais, c'est vrai que j'étais peut-être un peu raté, ou en tout cas, il n'y avait pas exactement ce que... Le lecteur n'a pas trouvé ce que moi, je voulais y mettre, en tout cas. Voilà. Donc, mais c'est toujours intéressant, hein, tout de même, d'avoir ce type de retour, que ce soit par les copains auteurs, par des amis, tu vois, qui vont lire l'album en disant, voilà. Et du coup, en parlant de ça, est-ce que
est-ce que quand tu finis de travailler ton écrit d'un tome, par exemple, du cinquième tome, est-ce que tu le montres à d'autres personnes qu'à ton éditeur ou est-ce que tu as des potes ou des personnes, des lecteurs, tu vois, des lecteurs préférentiels où tu sais que tu auras un bon retour, enfin un retour qui Des soit fois, qui... je le fais pas tout le temps, en fait, mais de temps en temps, quand j'ai des doutes, je l'envoie. Mais je le fais pas tout le temps, en fait. Mais des fois, ouais, ça m'arrive de demander à des copains ou des copines de dire est-ce que tu peux lire le récit pour me faire un retour? Mais c'est toujours compliqué parce que dans le scénario de bande dessinée, surtout quand c'est toi qui l'écris, tu mets pas tout en fait. Il n'y a pas toutes les intentions, il n'y a Hmm. pas toutes les descriptions. C'est pas un scénario qui est fait pour être lu par quelqu'un d'autre en fait. Des fois, ils sont un peu à l'os quoi. Tu as très courte description et surtout les dialogues, quoi. Voilà. Donc, du coup, puis c'est un peu barbant à lire hein, quand même un scénario de BD, quoi. C'est pas une nouvelle ou c'est pas un roman, Oui, quoi. c'est ça. C'est surtout un support, en fait, à faire la suite, quoi. Donc, euh, c'est intéressant d'analyser une page de scénario, en fait. Quand on a la page définitive ou les storyboards et de voir en fait le travail qui a été fait sur toutes les phases. Ça, je trouve ça intéressant comme travail, mais de lire un scénario complet, entier, ouais, il faut être prêt, quoi. Du coup, ce qui doit être intéressant d'un œil extérieur, c'est aussi de voir une page de scénario et puis de voir ce que tu en as fait après toi. Enfin, tu vois, Mm, les ouais, différentes, ça doit être, ça peut être super intéressant, je pense. ouais. Enfin, Ouais, ça, c'est pas euh, le genre de truc que je publie beaucoup, par exemple, tu vois. Mais je pourrais mettre, par exemple, une fois. Je sais que j'avais vu. Je crois que c'était. Je sais plus qui c'est qui avait publié ça d'ailleurs. Sur Facebook il y a pas très longtemps. C'était une page de scénario de Charlier et la page définitive de Blueberry. Alors je pense euh, il y avait juste la première version du scénario et la version définitive de la page. Et ce qui manquait, en fait, c'est que d'un coup, tu te dis, ah ouais, mais vraiment, ça n'a rien à voir. Il y avait vraiment trop de différences. Et en fait, tu pressens qu'entre les deux, il y a eu des coups de fil, il y a eu des lettres en disant, écoute, à l'époque, ils n'envoyaient pas des mails, hein, en disant, écoute, là, je trouve qu'il faudrait peut-être un aspect un peu plus comique au personnage, ou alors j'ai retravaillé le, le dialogue, qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, la page, bah, je crois que c'est la découverte de Guffy par Blueberry dans son vieil hôtel, tu vois, qu'il d'accord, attend moi je vois. pour faire un peu piège. Et du coup, la page est sublime, comme souvent. Mais du coup, le scénario, en fait, quand tu lis la page de scénario, tu fais ouais, c'est pas. Mais c'est pas la même Ouais, chose. ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, même, elle est même pas. Même pour moi qui suis auteur, tu vois, je pas fait, waouh, tu vois, la page de scénar, elle est trop mortelle. Et c'est pour ça que la page, elle est trop mortelle. Et c'est là où tu vois justement que. Et moi, ça m'arrive des fois dans mes scénarios je barre plein de trucs. Hop, ça a rebossé, tel dialogue, ça on enlève. Ces deux cases, alors ces deux cases là, elles passent à la page d'après parce que d'une, ça passe pas en termes de place. Parce que d'un coup, il y a trop de dialogue, c'est trop dense. Et donc, tu évacues deux cases et tu les passes après. Et surtout, en fait, tu as une vraie fin de page, en fait, avec la case qui était juste avant, mais que tu n'avais pas vue. Voilà. Et ça, c'est du travail que tu fais quand tu fais du storyboard, c'est que d'un coup, tu réimagines le déroulé du scénario, enfin de l'histoire. Et d'un coup, tu te dis, ah ouais, mais cette case, elle peut être hyper importante si elle est là, placée à tel endroit dans la page, même si elle est en centrale, tu vois. C'est que d'un coup, elle va déployer une force sur toute la page, quoi. Et ça, tant que t'as pas fait ce travail-là de storyboard, bah, tu sais pas quoi. Voilà. Ouais, bah moi j'aimerais bien voir une de tes pages écrites et ton storyboard un passage. Ok, ouais, bah, je ferai ça, ouais. Ça peut être sympa Ouais, à en plus, regarder. je pense que je vais, parce que sur les quatre premiers tomes, j'avais fait beaucoup de storyboard
sur ordi, parce que ça me permettait en fait d'avoir ma page définitive et de placer les textes, en fait, les dialogues pour avoir vraiment la taille des bulles de manière assez précise et Hmm. de voir l'espace en fait qu'allait prendre le texte pour pas avoir à trop dessiner à cet endroit-là quand même. Ouais, tant Parce que qu'à en fait, faire. oui, c'est ça. Parce que moi, je fais mes pages nues en fait sur l'Avenin et d'ailleurs sur les albums d'avant aussi. Je fais les pages sans bulle en fait, parce que je trouve ça un peu piégeux parce que ça m'arrive souvent, comme je suis mon propre scénariste, de retravailler entièrement les dialogues et de dire oh non ça c'était nul et de les réécrire et donc d'un coup un dialogue qui est, je sais pas faisait 4-5 lignes, soit il en prend 5 de plus, soit d'un coup il se réduit à 2-3 mots quoi. Et, et donc si tu as fait une grosse bulle à cet endroit-là et que tu l'as dessiné sur ta page et que d'un coup il faut que tu gommes tout et que tu vas Tu réancrer retravailles un ton truc. dessin. Ouais, donc je trouve ça un peu complexe. Donc, c'est pour ça que je préfère en fait faire mes pages sans les bulles et de les placer ensuite, une fois que je reçois les pages définitives scannées, voilà, de le faire directement sur ordi. Et donc sur le tome 5, là pour des raisons particulières, j'allais avec mon fils qui allait faire un stage, bref. Et donc du coup, j'étais pas à la maison, donc je pouvais pas utiliser mon ordi. Et donc du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de le faire sur papier. Voilà, donc j'ai fait tout mon storyboard du tome 5 sur papier. Et donc je refais des cases des fois que je rescanne, que je viens replacer sur la version définitive du storyboard. Mais je trouve ça assez fun en fait de reprendre du coup de le faire sur de la feuille A4 papier machine au crayon bleu comme je fais mes crayonnés en fait. Et parce que bah tu peux jeter quoi. Tu peux le mettre à la corbeille en étant super vexé. Alors que sur ordi tu fais corbeille vide et Ouais. c'est Ouais, pas ça n'a pas pareil. la même sensation, Tu quoi. vois, c'est comme raccrocher un téléphone, tu vois, de matière sèche. C'est ça. Là, Là, ils en maintenant, peuvent tu plus peux faire. juste jeter ton portable contre un mur quand tu es énervé, mais le problème, c'est que après, il Après, t'as plus marche de moins portable, bien, quoi. quoi. Ouais, c'est C'est con. ça. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, on s'approche de la fin. On a même Mhm. déjà débordé, mais Ah c'est bon, pas c'est trop vrai? grave parce que c'est très intéressant. Non, mais moi, je donne, je me mets pas de fin, donc ça, j'ai pas de Ok. l'importance. Euh, Tu sais qu'il euh, est 7 heures du matin, quand même. ouais, ouais, ouais. Puis il faut qu'on retourne travailler. Faut que- juste, est-ce que tu as des séances de dédicaces? Est-ce que tu as des expos prévues dans les semaines à venir Ouais, concernant la sortie, justement, hein. On le rappelle, hein, l'avenant il est sorti aujourd'hui chez tous les bons libraires. ouais. Alors, N'hésitez je pas à serai présent déposer. à Angoulême. Non, je rigole. Et, Ouais, oh, elle était bonne celle-là. ouais, c'est ça. Et, Alors tu rigoles, juste on parlait de Michael tout à l'heure. Je sais qu'il devait venir et faire une tournée en France. oui, en commençant par Angoulême. Ouais, avec Angoulême prévu dans le truc. Du coup, je sais Ouais, même pas s'il vient parce que oui, c'est ça. Angoulême est à lui. Il faut que je lui redemande parce que j'ai posé la question pour un live justement. Ouais, ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Mm. Hmm. Et bah là, ouais, j'ai dédicace. Alors, ça doit être le samedi 15 janvier, Ouais, dans ma ville, en fait, à Châteauroux. Et en fait, c'est pour le lancement d'une expo-vente autour des planches du tome 3 et 4, qui se tiendra pendant 15 jours, donc du 15 au 29. Voilà. c'est ça. Ok. Et du Mm. coup, à cette occasion, le 15, tu feras une séance de dédicace sur place. Ouais, pour la sortie du tome 4. Ouais. Et après, j'ai rien calé pour l'instant en dédicace. Enfin, avec les nouvelles ces temps-ci, il faut que je regarde mon planning et qu'on arrive à caler des trucs. Normalement, je devais aller en Belgique. J'avais une demande, mais voilà, ça a l'air d'être un peu compliqué. Donc, j'ai pas encore de calendrier. Enfin, je pense qu'on est un peu tous, un peu tous dans le même cas. Ouais, je pense qu'on est tous C'est- pendus à ce qui va se passer, quoi, je crois. Même pas Ouais, c'est prochain. ça. Ouais, ouais. En Quand c'est espérant des que ça peut. petits événements, des petites librairies, encore, ça peut encore passer, Oui, mais je suis même pas mais je sûr pense que pour que, l'instant, c'est ce que je vais caler. En fait, je vais caler des dédicaces en librairie et puis pour les festivals. Voilà, on verra au fur et à mesure, quoi, parce que bah, tu sais pas s'ils vont ouais. être maintenus, s'ils vont être annulés. Enfin,
Ouais. Bref. Je suis d'accord, on va bien voir et puis on va attendre et puis on va voir ce que ça va donner. Pour terminer, sauf si tu as autre chose à rajouter, je vais te demander de nous donner, traditionnellement c'est la dernière question, ta Mhm. dernière lecture graphique qui t'a scotché, qui t'a plu, qui t'a marqué, peu importe. Ouais. Alors, je l'ai à côté de moi. Ah, ça c'est génial. Donc, du bruit dans le ciel de David Prudhomme. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il a lancé justement parce que je fais l'exposition au cadre d'Olivier, donc à partir du 15. Oui. Et en fait, c'est David qui a été le premier à faire son expo là-bas. En fait, son album, il m'a touché pour plusieurs raisons. C'est que d'une, moi, je suis installé à Châteauroux depuis 2003. Voilà, donc ça fait un peu plus de 18 ans. Et lui est originaire de Châteauroux, c'est-à-dire qu'il a grandi dans la région, et juste à côté de Châteauroux, à Grangeroux. Et en fait, son récit, justement, se passe ici. Euh, il raconte de l'enfance jusqu'à aujourd'hui comment a muté sa ville, voilà, comment lui a grandi et comment sa ville a changé ou pas changé d'ailleurs. Voilà, puis il y a toute la relation avec les parents, avec le père. Voilà. Et puis je trouve que son dessin, on parlait justement tout à l'heure quand je parlais de toute l'émotion en fait que le trait peut produire. Moi, j'ai vraiment trouvé ça dans cet album-là, en fait, c'est que son dessin, il va vraiment aller pur, mais en même temps, il est tellement sensible que, voilà, un album où tu ris, où tu réfléchis, où tu pleures, et voilà. Et puis, il a un travail d'épure aussi, que je pense qu'il en est à un stade, lui, dans sa carrière, où il arrive à retirer, en fait, tous les scories et à garder l'effet le plus simple en fait pour obtenir le résultat qu'il veut quoi. Et alors lui, je pense que ça fait partie de sa quête de dessinateur et d'auteur parce il a entamé ça depuis pas mal d'années. Et, mais je trouve que là, vraiment, voilà, ça a atteint un joli sommet. Très bien. Et du coup, je vais me permettre, si tu me permets d'ailleurs, de te poser encore une autre question parce que j'ai oublié de la poser tout à l'heure. Mhm. Si t'as un petit peu de temps à nous accorder, est-ce que tu as déjà des projets qui sont signés et dont tu peux nous parler? Non, mais nous parler vraiment brièvement. Ouais. Pas, Bah, tu vois j'en l'idée. parlais un peu tout à l'heure. Ouais. J'ai un projet très Perso, t'as personnel, dit. très perso. Ouh, ça c'était une boîte de AirPods. Et mon fils va me haïr. Il n'a pas Et entendu, il n'a pas entendu. oui, c'est ça. Donc j'ai ce projet très perso qui sera un gros one shot sur une histoire très personnelle. J'en dis pas plus parce que je pense que c'est un Ok. peu tôt. Et je pense que j'en parlerai, qui sera publié par Rue de Sèvres. Et après, j'ai un autre projet que j'ai un peu commencé, mais vu l'ampleur du travail que j'ai sur le tome 5 que j'ai mis un peu en stand-by, qui sera aussi chez Rue de Sèvres, et qui s'adressera plutôt au 8-12. Voilà, D'accord. j'écris et je dessine aussi. Voilà, Plus c'est pour jeune. ça que, ouais, vraiment pour les plus jeunes. Et, voilà. Et je pense que je vais un peu mixer, une fois que j'ai fini l'Avenin, je vais un peu passer de l'un à l'autre, parce que le récit perso est un peu hardcore, un peu poignant, on va dire. Et, euh, et donc ça me permettra de souffler un peu, en fait, de passer de l'un à l'autre. Et ouais, ça va être, je pense que les 2, 3 prochaines années vont être assez dures et assez chouettes. D'accord. Et du coup, Voilà. ça te fait pas peur de quitter Émilie? Ouais, Parce en que ça fait, fera 5 ans, en fait, à peu près, hein, ouais, c'est ça. à quelque Ouais, chose près. j'ai commencé à y penser un petit peu et c'est vrai que c'est toujours un peu triste, euh, sachant que au fur et à mesure que je travaillais sur la Venin, il y a eu l'envie en fait de continuer l'histoire. Donc j'ai des idées.
pour un jour faire une suite. J'ai commencé à écrire des choses, j'ai commencé à imaginer des choses. Mais je vais d'abord travailler sur les 2 projets Hum. suivants pour vraiment. Je pense que c'est pas mal aussi de travailler sur des récits un peu différents. Là, ça a été 5 ans quand même sur la série. Hum. C'est quand même assez intense. Mais il y a toujours un peu de tristesse quand même à abandonner tous ces personnages que tu as animés, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, ils sont super autonomes dans ton esprit. Et ouais, c'est toujours un peu compliqué de se dire, bon, on va les abandonner, quoi. Comme tu abandonnes là, tu laisses un peu des amis sur la route. Mais voilà. Bon, après, il n'y a pas c'est pas les mêmes sentiments qu'avec des vrais humains et c'est pas une vraie C'est clair. perte. Et ils continuent de toute manière à vivre dans un coin de nos têtes, quoi. Et comme tous ceux qui partent. Et du coup, ouais, c'est toujours un peu compliqué de finir une série comme ça. Même si il y a toujours, voilà, il y a toujours enfin, il y a toujours l'envie de. C'est pour ça d'ailleurs l'envie de continuer, c'est que d'un coup c'est même eux qui t'emmènent, quoi. C'est-à-dire qu'ils te prennent par la main en disant mais attends, il m'est arrivé d'autres trucs, tu sais. Ouais, Oh, ouais. c'est vrai, c'est ça. Ouais. Et il y avait une scène d'ailleurs que je trouvais assez chouette qui m'était arrivée quand je travaillais sur le tome 3. C'est la scène avec les Pinkerton quand ils sont au bureau de Drake en fait à la toute fin de l'album. D'accord. Et en fait la première fois que j'ai rêvé entre guillemets cette scène-là, en fait j'avais les personnages, j'avais l'ambiance, j'avais le décor, et sauf que c'est comme si en fait j'étais trop loin d'eux pour entendre ce qu'ils disaient. Et en fait un jour quand je me suis mis à l'écrire en fait quand vraiment je bossais sur le scénario, c'est comme si d'un coup en fait je m'étais approché des personnages comme ça et que j'entendais ouais, c'est ça. Et d'un coup, les dialogues, ils deviennent clairs. Tu fais, ah ouais, d'accord, ok. Et puis, t'as plus qu'à écrire. C'est cool. Ça, c'est bon, ça. Je ne prends pas de drogue. Note Euh, plus tard. même, je la noterai dans la phrase, en bref, cela. Ce sera C'est la ça. phrase à Je ne prends retenir. pas de drogue. Je ne prends pas de drogue. Écoute, je vais te remercier pour tout le temps que tu nous as accordé, nous avoir parlé de ta série, de l'Avenin, de ton travail. Merci beaucoup pour tout ce temps-là. Bah, c'est moi, c'est un plaisir en tout Euh, cas. moi, c'était un vrai plaisir de te recevoir. Et puis, allez l'acheter. Il sort aujourd'hui. Si vous voulez avoir, Et il sera encore là euh, demain. ouais, et il sera encore là demain. Et Des fois, il y a on des n'a pas albums, pris de ils drogue n'ont pas le pour en temps. parler, hein. Et donc, allez-y, hein, vos libraires sont encore ouverts, donc faut y aller maintenant, quoi. Hein. On ne sait jamais ce qui se passera après-demain, donc faut y aller demain. C'est ça. Euh, et puis merci pour tout. Le prochain live, c'est la semaine prochaine. Je reçois Sylvain Ferré pour le premier tome de Talion, qui est édité chez Glénat. Et puis voilà. Donc on le redit, hein, L'Avenin, le tome 4 est sorti. C'est l'avant-dernier tome. Ciel d'éther chez Rue de Sèvres. Ben voilà, merci. Merci, Merci. merci à toi, merci pour tout, et puis à très bientôt. Ouais, bonne soirée. Merci, bonne Salut. soirée, au revoir. Au revoir.